collègues qui sont en ligne, n'essayez pas d'activer votre caméra ou votre micro, ils sont coupés, donc c'est pas possible pour vous de prendre la parole, c'est pour éviter toute interférence dans la visioconférence. Si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez les mettre dans la conversation Teams, et moi je me ferai le relais dans l'amphi à l'ILM pour répondre à vos questions. Donc se trouve à l'amphi de la maternité Patricia Franck et Julien Barthes, et puis à l'amphi Le Poire Francis Bruno. Donc si vous avez des questions, vous pourrez demander à prendre la parole. Il va d'abord y avoir une présentation de quelques diapos et ensuite un temps d'échange de questions-réponses. Donc voilà, mais écoutez, on va commencer si tout est bon et si la technique ça marche. On n'a pas de message des collègues dans les autres amphis, donc j'imagine que tout est bon. Donc je passe la parole à Arnaud Vanesse. Oui, bonjour à tous. Du coup, je suis très content qu'on puisse vous présenter l'état d'avancement du projet SDI. On a beaucoup tardé. Quand on a regardé les dates, ça fait, je crois, la dernière occurrence, c'était le 29 mars 2021. Et ça devait être en Teams. Et c'est vrai que et les uns et les autres, les retours qu'on avait, c'était la demande d'informations sur l'avancement du projet. Et c'est vrai qu'on a eu un petit effet tunnel là, depuis que je suis arrivé parce qu'on avait pas mal de choses à faire. Donc d'abord, merci beaucoup à tous d'être venus, d'avoir pris le temps d'assister à cette séance d'information. Et puis après, encore une fois, l'objet, c'est qu'on puisse vous donner de l'information et que vous puissiez nous poser toutes les questions de manière à ce qu'on puisse répondre aux questions. Et puis, je tiens à remercier les équipes d'Emeline, de la communication, qui ont organisé du coup la séance de manière à ce qu'on puisse avoir la séance sur 3 sites en même temps, de manière à couvrir le maximum du personnel. Donc le premier point, je le disais, c'est on a eu un petit effet tunnel parce que moi, avant de prendre mon poste, je savais qu'on avait le même sujet que dans tous les hôpitaux de France, y compris les cliniques, avec la hausse des coûts de la construction après la crise en Ukraine, après la crise Covid, etc. Donc je savais que les 600 millions d'euros qui ont fait l'objet de la validation du ministre ne valaient plus 600 millions, que ça valait potentiellement 900, 850, 1 milliard. Mais qu'en tout cas, il y avait ce sujet-là à régler. Et donc, à mon arrivée, on en a discuté évidemment très vite avec Christian Rabot, avec l'ensemble des équipes. Et on était d'accord pour poser le sujet tout de suite sur la table plutôt que d'essayer de le mettre sous la carpette et de voir jusqu'où ça passait. Donc on a passé beaucoup de temps en fait avec les équipes à essayer de faire cette opération vérité et à faire la réévaluation en fait des chiffrages de quel est le véritable coût de l'opération après crise Covid et après crise avec la guerre en Ukraine. Et puis après, une fois qu'on a ces résultats, qu'est-ce qu'on en fait et quelles sont les décisions à prendre pour qu'on soit assuré d'aller jusqu'au bout. Je commence par un point qui est très important pour moi, y compris en termes de conviction personnelle. Pour moi, c'est super important qu'on aille jusqu'au bout de cette opération de schéma directeur immobilier. Il y a pour moi, dans mon appréciation, dans mon analyse du CHU de Nancy, pas de possibilité d'un avenir vraiment serein pour le CHU de Nancy, tant qu'on n'a pas regroupé toutes nos forces sur le site de Brabois, parce que ça fait trop de lignes de PDS, trop de lignes assez compliquées sur les blocs, sur tous ces sujets-là. Donc tant qu'on n'a pas fait cette opération de regroupement, je suis à peu près convaincu qu'on n'a pas les bases suffisantes pour être suffisamment efficient et puis après pour pouvoir regarder encore une fois l'avenir sereinement. Donc moi je suis convaincu de la nécessité de l'opération telle qu'elle a été montée et convaincu de la nécessité aussi de la porter jusqu'au bout. Donc ça c'est un point très important parce que tous les efforts qu'on a fait les uns et les autres avec l'équipe projet, avec Christian Rabot, avec Marc de Bouvry, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse aller jusqu'au bout avec le cœur de projet. Donc après, bon, on a pas mal bossé cette année et il y a eu ce petit effet tunnel parce que moi je préfère donner de l'information sur des sujets, des informations, des éléments qui sont consolidés et sur lesquels moi je peux m'engager, sur lesquels on n'aura pas à se dédire parce qu'on aura eu je sais pas, un examen ou une analyse trop partielle. Donc c'est pour ça qu'on le fait maintenant. Et qu'on n'a pas pu le faire il y a 6 mois ou il y a 1 an parce que, encore une fois, les éléments n'étaient pas consolidés et on n'était pas sûr qu'on puisse aller jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis 1 an? On a fait un premier point qui était de faire cette opération vérité sur les prix. Donc, c'est là où on a refait les hypothèses qui avaient été faites un peu au chausse-pied, entre guillemets, avec l'ARS pour que ça rentre dans les 600 millions d'euros sur les hypothèses de réévaluation des prix, d'aléas, etc. Donc des hypothèses, des paramètres à rentrer pour arriver au chiffrage. Et puis
Après, il y a au fur et à mesure de l'approfondissement de l'opération, on s'est aperçu qu'il fallait rajouter des éléments autour des plots, qu'il fallait qu'on mette tout un ensemble d'infrastructures techniques en plus, etc. Donc, bon, un truc qui est classique dans tous les dossiers, mais donc on a un peu approfondi aussi les sujets, et donc on a augmenté aussi les surfaces à construire, les coûts, etc. Donc, sur cette partie-là, on est passé d'un périmètre de 600 millions d'euros à peu près 980 millions d'euros. À ça, au-delà à côté des 600 millions d'euros, on devait avoir une vingtaine de millions d'euros qui sont devenus 50. Donc on est passé schématiquement d'à peu près 620 millions d'euros à 1 milliard 30 millions. Donc on ne peut pas se permettre 1 milliard 30 millions. Donc après, on a eu le deuxième sujet de comment est-ce qu'on réussit à ramener l'enveloppe à quelque chose qu'on puisse porter financièrement. Donc on a fait un gros travail avec l'ensemble des équipes projet de manière à regarder tout ce qu'on pouvait optimiser en termes d'optimisation technique, d'optimisation d'organisation fonctionnelle des choses. Je tiens à dire que pendant toute cette étape-là, on n'a absolument pas touché au cœur du réacteur, on n'a pas touché aux 3 plots, on n'a pas touché au capacitaire, on n'a pas touché au mètre carré sur ces 3 plots, donc on a vraiment fait tout ce qui était autour et tout ce qu'on pouvait optimiser sans toucher le cœur du réacteur qui avait déjà été travaillé. Donc on a fait cette partie de chemin qui nous permet de faire une partie du chemin jusqu'à la copie qu'on a présentée aujourd'hui. Et puis après, on a dû faire un certain nombre d'ajustements, les derniers ajustements, donc des sujets que l'on ne fera pas, qui devaient être prévus initialement. Donc il y a notamment le bâtiment de l'administration, on ne fera pas le bâtiment de l'administration. Il y avait des sujets de galerie technique qui étaient creusés et qu'on ne fera pas parce qu'on s'est creusé du calcaire, donc ça coûte tout de suite 10-15 millions d'euros. Et puis après, il y avait le dernier gros point qui était le Logipôle, qui était du coup le regroupement d'un certain nombre de fonctions dans un seul même ensemble, qui communique bien avec les 3 nouveaux plots. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie, c'était le dernier gros point en fait qui avait beaucoup augmenté en termes de coûts et sur lequel on a dû faire le renoncement. Alors donc on va rester avec plutôt un pôle logistique sur cette partie-là du foncier avec les mêmes fonctions, avec la blanchisserie, avec le magasin. Il faut qu'on fasse la pharmacie et donc on a le projet pharmacie qui va se faire à l'endroit où en fait devait se faire le Logipôle. Et il faut qu'on fasse aussi l'extension de l'Institut médico-légal parce que on va avoir l'essentiel de l'activité ici et donc tout le transfert de la chambre mortuaire notamment. Et puis après il y a le sujet de la photopathologie, on y reviendra. Donc on a ces renoncements et puis après l'autre truc qu'on a sorti aussi de cette partie-là, c'est toute la partie démolition de l'IGH. Alors on l'a sorti de la partie financière parce que par exemple à Caen ils ont sorti la démolition de la barre qui est amiantée là-bas avec ses 23 étages. Ils l'ont sorti du projet et en fait ils ont obtenu un financement ad hoc sur le projet. Donc nous on fait la même opération, on sort la démolition de la barre de l'IGH d'ici de Brabois, de manière à ce qu'après on puisse obtenir les financements et puis descendre la barre. Donc ça, c'est les gros projets. Ça nous ramène le montant du projet à hauteur de 780 millions d'euros qu'on peut à peu près encore supporter puisqu'on a quand même en face 560 millions d'euros d'aide de l'État. Donc ça, après, ça suppose qu'on ait à nouveau recours à l'emprunt pour financer le passage des 620 à peu près aux 780. Mais en tout cas, dans la trajectoire financière telle qu'on peut la dessiner aujourd'hui, c'est quelque chose qui passe, quoi. Et puis après, dans les autres sujets qui nous ont beaucoup occupés, alors après, c'est des sujets très travaux, hein, mais tel que ça avait été monté à l'époque, c'était une opération en conception-réalisation et en un seul ensemble. Ça, tel que c'était monté, et je pense pour les bonnes raisons à l'époque, et vu le contexte, je pense que les décisions qu'avaient prises Bernard Dupont et Christian Rabot étaient les bonnes, et j'aurais probablement poussé à prendre les mêmes décisions à l'époque. Là, vu l'évolution des circonstances, c'est mon analyse, et puis après, évidemment, on a poussé l'instruction pour savoir si c'était la bonne analyse ou pas, mais c'était que continuer sur une conception-réalisation en un seul gros morceau n'était pas la bonne option, ou en tout cas que c'était un facteur de risque très très important pour faire exploser l'enveloppe, parce que en termes de conception, c'est une opération en fait qui est immense, parce que c'est 3 très grosses opérations. En conception-réalisation, ça signifiait qu'on achetait les travaux là tout de suite, au moment où il y a les Jeux Olympiques, le Grand Paris, en termes de carnet de commandes pour les industriels du BTP. On savait qu'on avait 2 candidats dans les 3 majors du BTP, que les Italiens ne jouaient pas, que les Allemands ne jouaient pas, les Belges ne jouaient pas.
et Eiffage ne jouait pas. Et donc, en termes de notre capacité à faire jouer la concurrence dans ce contexte-là, le compte n'y était probablement pas. Et puis, avec une opération qui était trop risquée, parce qu'une opération de cette taille-là, en fait, a un impact sur le chiffre d'affaires de la major qui aurait pris. Et donc, ils auraient chiffré des aléas énormes pour être sûr d'être couverts en termes de risque sur leur chiffre d'affaires. Donc, notre analyse, c'était qu'au final, c'était trop risqué de partir comme ça. Donc, on a regardé, en fait, avec l'équipe projet, si on ne pouvait pas faire plutôt 3 chantiers qui se déroulent en même temps, qui est potentiellement alloués à 3 BTP différents, et qui, du coup, nous permettent de vraiment faire jouer beaucoup plus la concurrence, parce que, du coup, c'est des opérations qui sont plus facilement gérables vu la taille, et puis, du coup, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent jouer. Et puis du coup, évidemment, les 3, il faut qu'ils fonctionnent bien ensemble. Il faut que ça fonctionne bien ensemble avec l'ILM, avec le bâtiment Philippe Canton. Donc il faut qu'il y ait une seule conception. Et donc ça nous amène sur ce qu'on appelle la loi MOP, c'est-à-dire on achète d'abord la conception à un architecte. Il nous fait toute la conception. Et une fois qu'on a la conception par l'architecte, à ce moment-là, on achète les travaux. Et en fait, cette manip-là nous permet aussi d'acheter les travaux après les JO et après le Grand Paris. Et donc, nous, le pari qu'on fait, c'est qu'on aura des meilleurs prix parce que les carnets de commandes seront vides dans le BTP. Et là, ce qu'on commence à observer, c'est effectivement que les chantiers des JO se terminent. On voit qu'il y a de plus en plus de gens du BTP qui commencent à chercher du boulot. Et puis, on commence à avoir l'annonce que les carnets de commandes côté BTP sont vides, que grande inquiétude, etc. Donc, ça va plutôt dans le sens de ce qu'on a fait le bon pari, qu'on arrivera à obtenir des meilleurs prix, en fait, avec cette manipulation-là. Après, dans les autres éléments, j'y passerai vite, mais il y a eu toute la préparation de l'enquête publique. L'enquête publique a démarré de mi-juin jusqu'à mi-juillet, qui nous a permis d'obtenir l'autorisation préfectorale d'autorisation environnementale. On a aussi préparé la copie au ministère, parce qu'à chaque automne, on est passé au scanner par le ministère qui nous demande des comptes sur le projet, est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'on a dévié, dérivé sur le programme en capacitaire, sur les surfaces, sur les coûts, sur la performance financière. Donc on est passé au scanner la semaine dernière, c'était jeudi dernier. Donc on avait évidemment bétonné la copie de manière à ce qu'on soit assuré d'avoir présenté tout le travail qu'on avait fait, toutes les responsabilités aussi qu'on avait prises les uns et les autres avec le fait d'avoir fait cette opération de vérité, d'avoir ajusté le périmètre de notre projet et à la fin d'arriver quand même à un budget qui est certes en augmentation mais qui est quand même contenu et maîtrisé. Et donc ça a été bien compris comme ça par le ministère, là, des retours officieux par l'ARS et puis des infos que j'ai pu avoir à côté. Les gens ont effectivement la perception qu'on est en responsabilité et en maîtrise sur notre opération. Ils aimeraient voir beaucoup plus ce qu'on a fait nous sur notre opération, sur les autres opérations. Donc on a, je crois, gagné pas mal de crédit vis-à-vis du ministère, vis-à-vis de l'ARS pour que à chaque année, ils puissent nous renouveler le feu vert, les aides, les 560 millions d'euros dont on parlait, qui du coup sont la condition pour qu'on puisse mener le projet jusqu'au bout, quoi. Donc voilà, donc on a pas mal bossé cette année, et pour moi c'était super important qu'on puisse passer toutes ces étapes-là, histoire d'être sûr que ce qu'on vous présente ce soir, c'est le truc sur lequel on peut rouler et on peut s'engager sans avoir à revenir après dans les années qui viennent. Donc le message, c'est là, tel qu'on vous le présente, on va aller jusqu'au bout et on va du coup garder le cœur de toute notre opération avec les 3 plots. On va aller jusqu'au bout et on a le soutien des tutelles. Le cœur du projet, il est intact. Ce qu'on va vous montrer en termes de capacitaire, en termes de fonctionnel sur les 3 plots, ça ne bouge pas. Et puis après, les 2 autres points sur lesquels on va insister ce soir, c'est le souhait de vous donner de l'information régulièrement. Dans le baromètre social, moi, le truc qui m'a frappé là dans les 10 principaux items de reproches qui font qu'on ne se sent pas bien en fait dans son environnement de travail au CHU, il y a 3 items qui concernent l'information de type on n'est pas informé par les projets de l'institution, etc. Donc nous, ça nous paraissait normal et très important de vous donner de l'information régulièrement sur le schéma directeur immobilier. Donc c'est ce qu'on fait ce soir avec les éléments qu'on a réussi du coup à consolider et à valider avec les tutelles. Et puis, on le fera régulièrement, donc c'est ce qu'on va vous exposer. Et l'autre point, l'autre enjeu qui me paraît très important, c'est que ça reste un projet collectif. Moi, je trouve que c'est une caractéristique du projet qu'on voit pareil, pas dans d'autres CHU, pas dans d'autres établissements. Le montage du projet, il a été collectif. Il y a énormément de groupes de travail, énormément de gens qui participent à ce projet.
Moi, je trouve que c'est un des points de force parce qu'il y a un capital culturel qui est très positif et très important au CHU. Donc, on a intérêt à garder ça jusqu'au bout. Et puis après, il y a un moment où va y avoir la parenthèse, ça va être les travaux avec les grues, etc. Donc là, c'est la partie où, évidemment, nous, on va plutôt subir le chantier et on va avoir la mise entre parenthèses du côté participatif. Mais par contre, après, on va rentrer dans le côté préparons les organisations qui vont rentrer dans le bâtiment en 2030. Dernier point, et après je me tais. J'entends souvent, c'est dans 10 ans. Alors, c'est pas dans 10 ans, c'est dans 7 ans. Et 7 ans, l'air de rien, ça va aller vite parce qu'on va déjà assez vite avoir les pieds dans la boue avec le début des chantiers qui vont recommencer sur la chaufferie, sur la voie d'accès pour le chantier, etc. Et 7 ans, ça nous permet juste de préparer notre façon de fonctionner ensemble dans le cadre du projet social, dans le cadre du projet médico-soignant, de préparer nos organisations. On discutait la dernière fois, je vois M. Cupiec, on discutait des organisations des blocs. C'est pareil, on a un enjeu énorme en termes d'homogénéité de fonctionnement sur les blocs opératoires. Donc les 7 ans qu'on a, ça va être long et quand même assez court pour préparer les organisations. Donc il y a du boulot et il va falloir qu'on réussisse ensemble et du coup, effectivement, qu'on puisse vous tenir informés pour que tout le monde reste bien mobilisé dans le cadre de cet objectif qui va arriver vite. Voilà, merci beaucoup tous. Et puis encore une fois, à la fin, on a un temps de questions-réponses. Donc sentez-vous libre de manière à poser toutes les questions que vous avez. Et oui, après, c'est le projet social. Ah, bon. Et, donc après, on avait préparé 2 diapos avec Marc de Bouvry, donc qui était plutôt la partie comment est-ce qu'on va préparer la rentrée. Donc on a une diapo sur le projet social, une diapo sur le projet médico-soignant. Vous voulez la faire? Je fais la médico-soignant. De toute façon, le projet social a été abordé. Juste avant que les aspects techniques soient abordés, puis vous pourrez poser absolument toutes les questions après. Le directeur général vient de vous dire qu'on est à 7 ans. Sur les 7 ans qui vont arriver, on est déjà sur la constitution d'un projet médico-soignant qui se fait de 2024 à 2028 et déjà on est entré dans une logique de constitution de ce nouveau bâtiment. On va tous se retrouver sur le même endroit. Et c'est une chance quand même extraordinaire dans l'organisation du soin, de la recherche, de l'enseignement. On va avoir toutes les structures médicales sur le même endroit. On va avoir le bâtiment qui est en train de se terminer de construire, qui est le bâtiment recherche, le bâtiment Iris. On a toutes les équipes et les équipes de recherche et les labos sont là. On a les équipes INSERM, on a l'équipe CNRS, tout le monde est au même endroit. On a la fac en face, les facs qui sont l'odonto, la pharmacie et la médecine, tout le monde est à côté. Et on peut avoir des biotech à côté. Donc c'est un côté tout à fait extraordinaire d'avoir cette ambiance campus. Et il faut arriver à mettre une âme à ce campus global qui est le campus qu'on peut avoir tous ensemble. Et sur les défis qui ont été ceux du projet médical et soignant, on a mis les mots défi, parce que dans défi, c'est le refus de s'incliner devant la fatalité. Il faut provoquer l'avenir. C'est difficile, on a des périodes extrêmement complexes sur le plan soignant, et il faut les passer. Et donc, on avait, sur ces défis, c'est la notion d'attractivité. La notion d'attractivité, c'est d'attirer à nous, c'est l'accueil, c'est d'essayer de former au mieux, c'est de garder les meilleurs, c'est garder le meilleur avec un grand M, et c'est d'essayer de trouver du sens à tout ce qu'on fait au quotidien. Ça, c'est extrêmement difficile actuellement avec les problèmes d'effectifs, donc il faut essayer de garder ces effectifs, il faut essayer de les attirer pour au moins sur tout ce qui est personnel infirmier, tout ce qui est personnel des infirmiers de bloc opératoire. Donc là, il y a tout un chantier qui est d'essayer de trouver plein de petites méthodes pour essayer d'être le plus attractif possible. C'est le développement durable. C'est quelque chose où on voit notamment les jeunes générations sont extrêmement attirées à ça. Le réchauffement climatique va entraîner un bouleversement extrêmement important de nos modes de vie et à des échelles et à des niveaux qu'on ne peut pas encore imaginer décemment. Et notre défi, ça sera de s'adapter
sur le plan organisationnel des bâtiments, c'est la question des émissions de gaz à effet de serre, c'est la question des déchets, mais aussi c'est d'anticiper les pathologies qui seront en rapport avec ce réchauffement climatique qui arrivera. Il y a un défi sur la recherche. La recherche est absolument capitale. On a un complexe d'infériorité dans cet établissement qui est ancien, qui est totalement pathologique, c'est du domaine de la psychologie. Pourquoi on est aussi complexé? Il faut dépasser cela. Les acquisitions dernièrement de l'IHU et d'un RHU, ça doit nous faire passer à un autre monde, et on a 5, 6, 7 équipes actuellement qui sont capables de faire aussi bien et de pouvoir prétendre aux appels d'offres internationaux et nationaux et avoir de l'argent là-dessus. Et un CHU, il ne peut vivre que s'il y a une recherche efficiente. Ça ne peut pas se faire autrement. L'amélioration continue de notre prise en charge, c'est un défi qui est la qualité. Tout examen, toute prescription, toute thérapeutique, toute administration de traitement, tout soin, toute information donnée au patient et à sa famille, ça doit être pensé avec la pertinence et la qualité. Et puis, on a défini un certain nombre de filières qui sont des filières qui peuvent être particulièrement en tension. Il y a la cancérologie. Bien se rendre compte actuellement, le CHU a la plus grosse activité de cancérologie, bien devant l'ICL. Et on prend en charge tout type de cancer. Et notre logique, finalement, qui est de fonctionner par filière, par discipline, c'est probablement l'avenir, parce que c'est là-dessus aussi les thérapeutiques évoluent, et on doit garder absolument ce fonctionnement en filière. Et notre objectif, c'est d'arriver à un pôle de cancérologie. Sur un certain nombre d'activités concurrentielles, on est dans un système où l'aberration du financement de l'assurance maladie fait qu'on a des disciplines, des filières où on est en monopole, parce que l'hôpital public est en monopole. On a des filières où on peut être en parfaite harmonie avec la ville, et on a des filières où on peut être totalement en concurrence déloyale du privé par rapport à l'hôpital public. Les exemples de l'orthopédie, de la cardiologie interventionnelle, de l'imagerie, qu'on a travaillé dans le cadre de ce projet médico-soignant, avec un travail particulier également sur la pédiatrie, avec la notion qu'il faut absolument voir, puisqu'on est de plus en plus dans la prise en charge pathologie chronique, qu'il y a un passage d'un enfant qui est porteur d'une pathologie chronique, qui devient adolescent, qui devient adulte après, et on doit s'organiser ainsi. L'hôpital, c'est aussi, on le vit particulièrement en ce moment, c'est le défi de l'accueil des patients qui arrivent aux urgences. Nancy, c'est considéré comme un exemple dans cette organisation, dans cette solidarité interservice, et il faut faire fructifier cette espèce de fluidité décisionnelle qu'on a pris depuis des années et faire absolument un travail toujours aussi collectif de planification. Le 6e, c'est le ville-hôpital. Le CHU, c'est la tête de pont de la politique sanitaire de toute la région. Et on a une responsabilité populationnelle tout à fait évidente. On l'a vu, cette force de frappe au moment du Covid. Il n'y avait pas de prise en charge Covid indépendante du CHU. Et il faut majorer tout ce travail de santé publique, de prévention, de dépistage et de formation qui doit être le fil rouge pour toutes les actions. Et enfin, il y avait les personnes âgées. Bon, le vieillissement, c'est un fait démographique. En 2000, on avait 1/5 des personnes qui avaient plus de 60 ans. En 2050, ça sera plus d'un tiers. Donc simplement, ce fait démographique évident fait qu'il faut une anticipation très importante de nos structures hospitalières. Donc voilà, je vous ai listé tous les travaux actuellement en cours. C'est les choses qui vont nous amener sur la politique de l'établissement pour le nouveau bâtiment. Et il faut continuer à travailler, avancer là-dessus, en tout cas en essayant de mettre une âme à ce plateau qui deviendra une âme de campus avec tout à portée de main. Alors le projet immobilier, l'acte de construire, qui n'est donc pas le cœur et l'objectif principal, qui est bien sûr d'avoir un nouvel outil pour assurer une mission de soins.
mais qui bien sûr intéresse tout le monde, parce que c'est la première partie visible que l'on va voir émerger progressivement dans les années qui viennent. Donc je rappelle qu'on avait un projet initialement, Arnaud Madès vous l'a rappelé, qui était donc validé en mars 2021 sur une base à partir d'hypothèses connues en 2020 sur l'époque telle qu'elle était économiquement à ce moment-là. Et elle a donc été réévaluée, comme on l'a indiqué, sur une base de 785 millions ajustée sur les derniers coûts que l'on peut observer sur des opérations récentes hospitalières. Et elle a été validée dans le cadre d'un maintien global de nos capacitaires, ce qui est assez nouveau par rapport aux opérations de nos collègues hospitaliers des 20 dernières années qui voyaient régulièrement leur capacité être réduite en échange d'un accompagnement. Alors voilà le site. Vous le connaissez, je pense. Donc là, on voit bien Brabois, avec à sa gauche l'avenue de Bourgogne, en bas l'autoroute qui ceinture la métropole, et puis en haut les parties plus résidentielles de Vendeuvre ou la forêt sur la droite, plutôt privative, avec les principaux bâtiments, donc Brabois adulte à Bar, la Brabois enfant, et les deux plots récents que sont l'Institut Louis Mathieu et le bâtiment Philippe Conton, entre autres, parmi d'autres éléments. Le projet va donc se dérouler en deux grandes étapes. On dit souvent une étape préparatoire qui a démarré, qui va se poursuivre jusqu'à fin 2026, et une étape principale qui verra notamment les trois grosses constructions, mais qui verra aussi d'autres opérations, chaque étape ayant un certain nombre d'opérations à mener les unes après les autres dans ce laps de temps. Donc une étape démarrée depuis 2021 et qui va jusqu'à 2026, je vous disais, et une deuxième étape qui donc démarrera fin 2026 et qui nous amènera à fin 2030 en construction, pour après la grande étape de la mise en service qui sera donc 2031. La première étape, c'est 10 opérations majeures. Arnaud Madès vous en a rappelé un certain nombre parce qu'elles nous ont beaucoup occupés pour chercher à optimiser le budget qui montait avec l'inflation. Le premier projet, c'est sans doute un parking qu'on voit en vert avec un petit 1, un parking silo que l'on va faire avant, même si on a prévu aussi des stationnements après. Celle-ci, elle vise à compenser les places qu'on va perdre dans le cadre des implantations des constructions que l'on voit là. Ça représente à peu près 300 à 350 places de perdues. Le deuxième projet, il a démarré depuis quelques mois pour ceux qui vont de temps en temps sur Brabois. C'est les aménagements pour les chantiers, donc notamment une plateforme à dégager pour pouvoir faire les bases vides, les installations des bungalows de chantier et autres, et une voie pour y accéder, qui n'a pas démarré, mais qui va bientôt démarrer, et qui viendra d'un rond-point, qui sera donc sur la rue du Morvan, un rond-point sur la voie publique, qui sera aménagé par la métropole, sans doute l'année prochaine. Le troisième projet, on en a un peu parlé, c'est la construction d'un bâtiment qu'on appelle énergie. Alors énergie, des fois c'est un peu erroné, puisque c'est tout sauf la chaleur. Donc ça regroupera notamment les productions de froid pour nos rafraîchissements, nos climatiseurs, tous nos besoins en froid. Ça regroupera les fluides médicaux, l'eau potable, les châteaux d'eau n'est pas très loin, et ça regroupera bien sûr toute l'électricité, que ce soit les arrivées Enedis ou nos secours en groupe électrogène pour assurer la continuité de fonctionnement de l'hôpital. À côté, donc la chaufferie en bleu ciel que vous voyez avec le numéro 4. Donc la chaufferie aujourd'hui sert à un réseau de chaleur urbain qui alimente en grande partie l'hôpital, mais d'autres acteurs sur le plateau, notamment l'ICL, l'université, entre autres. Donc là, elle est composée de deux chaufferies, une chaufferie gaz et puis une chaufferie biomasse. La chaufferie de biomasse est conservée, mais la chaufferie gaz est sur l'emprise de la construction principale, donc doit être reconstruite. Et en la reconstruisant, on a besoin aussi d'aménager ou de réaménager certains des réseaux de chaleur pour assurer le fonctionnement sur tout le plateau de Brabois. Le cinquième projet, donc, c'est à la place d'un logipôle des aménagements sur un pôle logistique à partir du magasin qu'on va conserver. Il y aura bien sûr quelques aménagements sur ce magasin, mais majoritairement, c'est aussi regrouper les autres fonctions logistiques qui sont sur l'emprise de la construction. Principalement, ce sont des vestiaires, ce sont des hangars, des zones de jardin, un garage et une plateforme de déchets. L'autre projet, le 6, c'est les ateliers et la direction des services techniques, qui est aujourd'hui sur un bâtiment aussi sur l'emprise de la construction, et qu'on devait initialement prévoir à la place du magasin, qui viendra donc à la place du bâtiment Altir, qui est conservé, rénové et qui sera étendu. Voilà. On l'a dit tout à l'heure, donc on n'a plus de logipôle, mais on aura quand même la construction d'une pharmacie intégrant la CAMS étant sur l'emprise de la construction. Et on aura sans doute besoin, c'est même une certitude, d'une CAMS provisoire pendant 2 années, le temps que cette pharmacie soit achevée et mise en service.
On a un 8e projet, on l'a aussi évoqué, c'est l'Institut médico-légal. Donc on conserve le bâtiment qu'on a qui va être rénové, mais il doit être agrandi avec des extensions, d'une part parce que l'Institut médico-légal qui est sur Brabois ne couvre pas toutes les fonctions, et puis parce qu'il y a aussi les unités de médecine judiciaire et la photopathologie sur la maternité qu'il faut regrouper. Enfin, dernier projet, naturellement, qui clôturera cette étape, c'est les démolitions des espaces où on va construire et qui n'auront plus besoin d'être, puisqu'on aura réalisé toutes ces autres opérations préalables, et donc on pourra libérer l'espace pour l'étape principale. Alors l'étape principale, c'est une grosse opération menée de 3 constructions, plus quelques satellites. Alors dans les satellites, la pharmacie et l'Institut médico-légal ne seront sans doute pas tout à fait achevées, c'est pour ça qu'elles apparaissent encore. Il y aura une concomitance de calendrier. Il y aura sans doute sur la partie basse du site la nécessité de construire un bassin d'infiltration pour les eaux pluviales, parce que maintenant on ne rejette plus aux réseaux communaux, mais il faut infiltrer pour éviter, quand il y a des montées, des crues, des inondations dans toutes les maisons. Et donc naturellement on le construira sur le bas du site pour des raisons gravitaires, parce qu'en général les eaux d'égout et les eaux pluviales sont évacuées gravitairement, c'est mieux, c'est plus simple. Et on aura sans doute aussi un projet d'hôtel, dont on a déjà entendu parler, d'hôtel hospitalier, sur une hypothèse de 60 chambres ou studios. Voilà, qui risque d'être mené dans la même période, donc de 2027 à 2030. Alors l'opération principale, et c'est l'objet du nouvel hôpital MCO regroupé dont on vient de vous parler, c'est la constitution de 5 plots, 2 existants et 3 neufs. Donc les 2 existants, c'est l'Institut Louis Mathieu et c'est le bâtiment Philippe Canton. Je vous confirme qu'il n'a pas prévu de s'écrouler, et on aura un petit détail pour un peu vous dire où on en est sur tous les travaux liés à ça. Qui continuera à avoir ses fonctions. Donc aujourd'hui, Louis Mathieu, c'est la cardio, un peu l'hémato, et ça sera donc le cœur-poumon, cardio, pneumo, hémato. Et puis Philippe Canton restera avec toutes ses fonctions de médecine, et il verra aussi s'y ajouter la médecine gériatrique, qui n'y est pas encore complètement. Les 3 plots. Donc il faut imaginer des bâtiments à peu près de la même taille que Louis Mathieu. Ça sera des bâtiments R+5, avec un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée. La nature de nos terrains fait que le rez-de-jardin et le rez-de-chaussée seront accessibles de plein pied suivant le côté du terrain où on se trouvera. Et donc avec 4 niveaux supérieurs, donc ce qui fait 6 niveaux, rez-de-jardin, rez-de-chaussée jusqu'à 4e étage. Donc c'est à peu près la taille et ce qu'on a aujourd'hui sur Louis Mathieu, mais décalé d'1 ou 2 étages, puisque le terrain de Louis Mathieu est un peu plus bas en assise que celui qu'on va construire. Ces 3 plots, donc le premier, le BMP, le plateau technique, le cœur du réacteur d'un hôpital. On y retrouvera les fonctions que vous avez déjà entendues ou participé à concevoir ces dernières années dans les groupes de travaux. Donc on aura, en partant du bas et en allant vers le haut, le SAMUSMUR, le PC sécurité, les urgences générales adultes, l'imagerie, la dialyse adulte. L'imagerie sera sur 2 niveaux. La médecine nucléaire, les blocs opératoires, en tout cas 39 blocs opératoires sur les 50 dont on a aujourd'hui au CHU, et qui seront eux-mêmes sur 2 niveaux, la stérilisation, les stations. Sur le 2e bâtiment, donc le bâtiment femme-mère-enfant, on a tous vu des projets femme-mère-enfant ces dernières années ou même ces dernières décennies. Donc nous, il a pour vocation de regrouper les activités de pédiatrie et de gynéco-obstétrique avec l'ensemble des éléments qui y contribuent, que ce soit des consultations, des explorations de l'hôpital de jour, de l'hébergement, mais aussi les blocs qui vont avec, les soins critiques, la néonatologie, et bien sûr l'hébergement comme la maternité. Le 3e bâtiment, c'est un bâtiment plus classique, pas plateau technique, avec de l'hébergement, de la consultation d'exploration d'hôpital de jour. Les parties centres ambulatoires donc, seront plutôt partie basse, rez-de-chaussée, rez-de-jardin, et bien sûr les hospitalisations seront dans les étages supérieurs. Il a pour vocation donc, de regrouper 3 grands pôles d'activité, le pôle digestif, le pôle locomoteur et main, et le pôle neurotétéco, qui sont soit sur CCEG, soit sur Centrale, soit déjà sur Brabois et Brabois adultes. Voilà pour le déroulement de l'opération, si on veut essayer de le résumer rapidement. Donc à terme, voilà ce que pourrait être le site. Et n'oublions pas qu'à côté de ça, nous maintiendrons une activité en centre-ville qui va sans doute devoir être reprécisée, même s'il y a déjà eu des travaux l'année prochaine, pour véritablement savoir quelle activité on veut offrir en centre-ville. Et donc préciser le projet qu'on maintiendrait
là-bas en MCO et son utilisation dans d'autres activités par ailleurs comme le SSR. Voilà, donc ça c'est une réflexion qui a été faite et qui va devoir se renforcer et se développer l'année prochaine. On est aussi attendu sur ce qu'elle offrira derrière en termes d'évolution de l'urbanisme nancéen, vu la situation de ces espaces fonciers. Alors, dernière chose, vous voyez apparaître une porte est à créer. Dans le cadre des réflexions, on sait qu'on a un problème majeur sur le plateau de Brabois qui n'est pas propre qu'à l'hôpital, même s'il va être renforcé par le problème de l'hôpital. Il est lié au développement du plateau, y compris l'université, y compris la technopole. Et puis, globalement, il est aussi lié à la difficulté et à la saturation de l'autoroute A31 à 33. Donc, un certain nombre de travaux ont été engagés, notamment groupement d'intérêt économique, avec tous les acteurs routiers, qui a démarré. On va d'ailleurs avoir un point avec eux prochainement. Là, ils ne se concentrent pas que sur l'échangeur de Brabois, mais sur l'ensemble des kilomètres qui posent de difficultés. Et on a aussi un travail qui a été engagé avec la métropole et eux dans le cadre aussi de leur P2M, c'est-à-dire du développement de la mobilité sur l'ensemble de la métropole, y compris avec les acteurs en métropole, comme pour nous directement, la communauté de communes de Moselle-Amadon de l'autre côté de l'autoroute. Dans ce cadre-là, plusieurs hypothèses seront étudiées, et parmi celles-ci, l'hypothèse éventuelle de créer un nouvel accès à l'hôpital, ce qui pourrait être intéressant pour nous, puisqu'aujourd'hui, on est accessible sur 2 phases des 4. C'est assez contraignant pour un hôpital. Et donc, ça permettrait aussi de désengorger l'avenue de Bourgogne et éventuellement la rue du Morvan. L'avenue de Bourgogne, globalement, recevant des flux à 50-50, allant vers soit l'hôpital et Vendeuve, soit allant vers Villers, la technopole et l'université, donc sortir un des 2 flux et trouver une autre manière de le faire fonctionner pour que se rendre à sa destination réglerait le débat de l'avenue de Bourgogne, même avec les évolutions de l'activité d'ici 2030-2035. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette diapo, mais bien sûr, les travaux sont menés actuellement et sont loin d'être aboutis pour vous dire quelles seront les conclusions qui seront portées d'ici quelques années et mises en œuvre. Alors, les prochaines étapes, comme on vous l'a dit, on a déjà franchi énormément d'étapes ce dernier semestre. On va rappeler quelques-unes. La première, c'est effectivement qu'on a obtenu l'autorisation préfectorale environnementale. Il faut savoir que sans cette autorisation préfectorale, aucun permis de construire, permis de démolir, autorisation autre n'est possible d'être acquise. Donc, on ne pourrait rien faire. C'est un long cheminement parce que la procédure est longue et pour cela, il faut faire des études d'impact qu'il faut faire au moins sur une année entière. Donc, ça veut dire on fait cette conclusion qu'on a eue en septembre avec l'arrêté signé du préfet était l'aboutissement d'un travail depuis d'une année mené avec un grand nombre de spécialistes dans les différents domaines, que ce soit les pollutions, que ce soit la biodiversité, que ce soit les mobilités. Tous ces sujets-là ont dû être appréhendés. Et donc, ça, c'est une première étape qu'on a obtenue sur ce dernier semestre qui était une étape très très importante. L'autre étape qu'on a eue aussi en septembre, c'est on a fait le premier jury pour sélectionner les architectes et ingénieurs qui vont nous faire des propositions sur notre projet, sur notre besoin. Et donc ces 4 cabinets ont été sélectionnés et travaillent actuellement pour nous faire une proposition au premier trimestre de l'année prochaine. Les prochaines étapes qui viennent, la première, c'est qu'on va recevoir ces offres. C'est des petits remorques qu'on va recevoir de chaque offre. Et il va falloir donc regarder beaucoup de choses. Il se demande beaucoup de compétences, et dans tous les domaines, à commencer par l'activité. C'est-à-dire qu'on ne construit pas pour construire, mais on construit pour avoir un outil adapté à nos besoins. Donc il faut que tous les acteurs de l'hôpital soient représentés pour avoir leur regard sur leurs compétences et nous orienter sur les avantages et inconvénients de chaque proposition, les actes aussi d'amélioration, puisqu'un projet n'est que stade esquisse, il peut encore évoluer et progresser pour être le meilleur outil que l'on souhaite ou qu'on pense devoir avoir. Donc ces commissions techniques vont démarrer en avril, vont se poursuivre jusqu'en juillet. Elles vont établir un rapport d'analyse des offres qui devra donc classer avantages, inconvénients, les points améliorables, les points plus difficilement améliorables quand c'est des points faibles. Elle va se structurer en 12 sous-commissions, soit par secteur d'activité, soit par thématique transversale type logistique, technique, informatique ou autre. Et donc, elle produira ce rapport qui sera ensuite présenté au jury, qui s'est déjà donc réuni une première fois en septembre et qui se réunira en septembre prochain et qui classera, lui, les offres. On espère qu'on classera les 4 offres et qu'elles seront tous de grande qualité. Et donc, on saura cette étape-là en septembre de l'année prochaine. Quand ce classement est fait,
on prend en compte l'ensemble des observations formulées dans le jury ou dans les commissions techniques, notamment tous les axes d'amélioration qui sont possibles sur le projet classé en 1. Ça s'appelle la période de mise au point. Et à la fin de cette mise au point, on signe le marché. Et là, on a officiellement choisi l'équipe et le projet lauréat sur la base d'une esquisse qu'on a analysée. Ce n'est qu'une esquisse. Et on va donc poursuivre le travail. C'est ça ce qu'on appelle après la phase de conception, où on passe d'une esquisse à un avant-projet, puis un projet détaillé, et enfin un projet qui peut être présenté à des entreprises pour qu'elles le chiffrent et qu'elles nous fassent des offres. Cette étape de conception, elle va démarrer donc début 2025, elle va s'achever mi-2026, et la deuxième partie de 2026 sera faite pour analyser les offres des entreprises, et on espère qu'on aura des bonnes offres, sans doute sur des hypothèses de 2 ou 3 marchés distincts, si les hypothèses qu'on pense aujourd'hui, que vous a longuement expliqué Arnaud Van Est, nous paraissent les plus pertinentes. Mais on verra comment évolue le marché, parce que non seulement il y a les JO qui s'arrêtent, mais il y a aussi une crise du logement qui va peut-être nous être favorable à suivre. Alors, pendant ces étapes de conception, on aura les chantiers préalables. Je vous les ai évoqués là, mais je vais vous les redétailler rapidement pour que vous voyez plus en détail les différentes étapes et comment on va être mangé en termes de contraintes de chantier dans les mois qui vont suivre et qui vont s'étaler jusque 2030. Alors, allons-y. Là, vous voyez une synthèse avec un fond gris foncé de tous les impacts sur l'opération principale entre ce qu'on a déjà commencé et ce qui va se passer d'ici fin 2026. Ça impacte majoritairement le haut du site, mais c'est quand même impactant sur une grande partie du site. Alors, quelles sont ces opérations? La première, donc on l'a évoqué, c'est la base vie qui est déjà en cours, qui sera sans doute terminée en janvier pour des raisons de météo. La voie qu'on va sans doute démarrer entre avril et finir vers l'été. C'est une voie donc, qui passera derrière l'hôpital enfant et qui passera entre la Rémig et le parking silo enfant. L'idée, c'est bien sûr que c'est de trier les flux et de ne pas mélanger les flux de chantier et les flux publics ou de personnel. Voilà, ça limitera les risques d'accident et puis les risques de pollution. Et puis, on aura sans doute à créer un rond-point. C'est la métropole qui portera ce projet-là puisque c'est sur la voie publique. L'objet, c'est aussi de sécuriser les accès entrants et sortants du chantier par rapport au flux quotidien public qui est sur la rue du Morvan. Donc voilà pour ce premier chantier qui a démarré. Donc celui-là, vous commencez à le voir, il va s'accentuer dès la rentrée 2024. Le deuxième projet, lui aussi, va démarrer très vite. Il va être assez impactant puisque c'est des réseaux et des galeries techniques, donc ils vont longer les routes. Vous voyez bien comment c'est en centre-ville ou quand c'est dans les villes. Donc lui, il va démarrer en mars. Il va s'étaler avec des portions de voies au fur et à mesure. Et donc, il se poursuivra jusqu'à 2026. Dans la même période, l'année prochaine, on adaptera les stations. On avait un temps envisagé de construire une nouvelle station. On a trouvé des solutions et on a eu l'aide de la Direction générale de l'aviation civile. Donc, on va garder notre station jusqu'au terme et on aura la nouvelle station quand on aura achevé l'opération et le nouvel hôpital complet. Autre chantier, donc les réseaux et chaufferie, la chaufferie, donc on en a parlé tout à l'heure, qui sera située aussi en haut du site, mais qui a aussi ses propres réseaux de chaleur. Vous voyez où ça va être impacté. Là, ils sont en train de déposer les permis de construire. Et donc, ils vont démarrer le chantier des réseaux sans doute dès avril, un peu en même temps que nos propres réseaux et galeries. Et ils démarreront la construction de la chaufferie en septembre. Voilà. Et à terme, on démolira, et ça fait partie du projet aussi, l'ancienne chaufferie, puisque l'objet, c'est de libérer l'espace de la construction principale. Nous aurons en parallèle le projet du pôle énergie, une autre construction neuve qui se déroulera à peu près sur la même période de septembre 24 à décembre 25. Donc là, encore une opération qui démarre l'année prochaine. Le pôle logistique, donc là, ça sera sans doute l'année suivante. Donc là, on commence à avoir des chantiers un peu plus éloignés que l'année prochaine. Donc on l'a évoqué, les différents aménagements sur le magasin ou les extensions, plateformes déchets ou autres, et qui auront lieu sur la période de mars 2025 à janvier 2026. L'atelier de la DSTS qui viendra à la place d'Altir, lui aussi démarrera fin d'année prochaine et se déroulera essentiellement sur l'année 2025. À la pharmacie, on repart à zéro. Donc là, ils sont en train de réécrire et de réajuster le programme pour relancer un concours d'architectes. Donc naturellement, c'est une opération qui sera plus tardive. Elle démarrera en 2026 et s'achèvera, on l'espère, pour une ouverture début 2028. Voilà, et on voit qu'elle est à peu près sur l'implantation initiale du Logipôle.
L'UML, donc pareil, projet que l'on a dû reprendre. Donc là, le projet sera aussi légèrement décalé puisqu'il n'est pas dans les contraintes de préalable calendaire nécessaires à libérer l'espace de construction. Et donc, il sera achevé, on l'espère, un peu plus tôt, mais il sera sur la période 25-26. Le parking silo, il sera aussi fait vers la fin de cette période-là. Il faut qu'on l'ait achevé avant d'attaquer l'opération principale. C'est celle-ci qui nous fait perdre le maximum de places de stationnement existantes. Donc, ça sera sur l'année 2026 aussi principalement. Et puis, les démolitions, naturellement, comme c'est la fin de cette étape-là, c'est sur la période 2006, au-delà de la chaufferie. Il y a tous les autres bâtiments à démolir, comme les garages, comme la DSTS, comme les archives médicales, etc., etc. Voilà pour ce qui nous attend dès la rentrée et qui va se poursuivre jusqu'à fin 2026. Un point sur Philippe Canton, puisqu'on a dit en 2 mots qu'on allait avoir à terme un nouvel hôpital avec 5 plots, dont 2 plots conservés. Philippe Canton en fait partie. Philippe Canton nous a un peu occupé l'esprit ces dernières années. Philippe Canton, donc c'est une conception un peu particulière en termes de partenariat, puisque c'est ce qu'on appelle un PPP, un partenariat public-privé, assis sur un bail amphithéotique, c'est-à-dire que le terrain appartient à celui qui a construit et qui en est propriétaire. Et donc on fait l'hôpital et on fait un locataire utilisateur. Donc c'est un bâtiment qui a été mis en service en 2010, mais on a connu à partir de 2017 un certain nombre de désordres structurels. Ça a beaucoup occupé l'esprit. On a dû en plus libérer une partie des espaces et réduire notre activité sur ce bâtiment. Et surtout, il y a eu une multitude d'expertises. Aujourd'hui, les expertises ont quand même relativement avancé et on a quand même un certain nombre d'éléments de certitude depuis juillet. La première, c'est bien sûr sur la solidité de l'ouvrage. Donc, vous disiez tout à l'heure, ce bâtiment ne s'écoulera pas. Donc, si vous regardez et si vous faisiez une prospection sur Internet, vous verriez que des bâtiments que véritablement on démolit parce qu'ils sont en risque de ruine, c'est assez rare. Mais ça arrive. Donc là, il y a eu confirmation sur l'expertise que le bâtiment ne s'écroulera pas. Bon. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de ça, même s'il ne s'écroule pas, il nous fait des fissures, il bouge un peu. Et puis, naturellement, la première difficulté qu'on rencontre, c'est qu'on n'assure plus les coups-feu. Et dans un hôpital, les coups-feu, c'est très important. Les pompiers savent que s'il y a un feu, c'est compliqué de sortir les malades. Donc là, il n'était plus propre à sa destination en l'état, même s'il ne risquait pas de s'écrouler. Donc on avait eu un avis défavorable à la maintien de l'activité qui a été levé, puisque les travaux, notamment tous les travaux de joints de dilatation, ont été repris pour remettre en ordre les choses qui avaient été mal pensées. Un bâtiment, par nature, ça peut bouger, mais il y a des joints de dilatation qui sont faits pour encaisser ces mouvements. Et là, ces joints de dilatation n'étaient pas forcément bien faits au bon endroit. Par ailleurs, il y a eu des reprises structurelles complémentaires. Celles-ci sont en grande partie achevées. Par contre, des reprises de cloisons, puisque naturellement, quand le bâtiment bouge, toutes les cloisons légères bougent aussi. Là, celles-ci, elles sont en train d'être reprises. Elles ne sont pas achevées, mais ça va se terminer. Donc, on part sur le principe qu'une fois qu'on aura mené tous ces travaux, on pourra à nouveau utiliser pleinement ce bâtiment. Je passe la parole à Emeline. Pardon, juste un mot pour vous dire ce qui a été fait jusqu'à présent. Il s'était passé un certain laps de temps là sans qu'on communique, mais vous avez normalement reçu chez vous ces derniers jours, on va dire, le dernier HMAG, donc qui arrive 3 fois par an à votre domicile, donc, dont le dossier principal est consacré au nouvel hôpital. Donc vous avez 4 pages sur le nouvel hôpital. Donc si vous avez lu attentivement ces 4 pages, il y a beaucoup de choses que vous connaissiez déjà sur ce qui s'est dit tout à l'heure. À venir, donc dans chaque HMAG, on va avoir une page dédiée à chaque fois pour que vous puissiez suivre l'avancée du projet. Dans l'info hebdo, donc, qui est envoyé chaque jeudi dans votre boîte mail, mais on mettra aussi des actus sur l'intranet, des focus réguliers sur... là, on va parler du concours d'architectes, sur l'actu du projet. Une rubrique dédiée sur le futur site web. J'en profite pour vous dire que le site web du CHU va être refondu au courant de l'année 2024. Et puis cette AG, comme aujourd'hui, on va la reconduire une fois par an pour que vous ayez un point d'étape sur le projet. Et puis dans la presse, on a régulièrement des infos sur le sujet et on a notamment une conférence de presse début janvier qui sera pour partie consacrée au nouvel hôpital, parce que les journalistes sont assez friands de ce sujet et nous sollicitent régulièrement. Je passe la parole à Patricia en direct de la maternité.
Oui, bonsoir. Donc nous, comme l'a dit Marc de Bouvry au début de cette présentation, ce projet, il appartient à tous les utilisateurs du CHRU, que ce soit bien sûr les patients, mais bien évidemment le personnel, et rappeler que c'est un projet qui a donc été mené par l'ensemble des équipes du CHU. Ça a débuté par des séminaires en 2018-2019, des grands séminaires, 6 séminaires au cours desquels les grandes orientations, les grands principes fonctionnels et organisationnels avaient été définis. À partir de ces séminaires, 40 groupes de travail se sont réunis, pilotés par Corinne Roldo et par le programmiste Étienne Pistré, et au cours desquels plusieurs centaines de personnes se sont réunies, des groupes pluriprofessionnels, pluridisciplinaires, et qui ont abouti, ces groupes de travail, à la rédaction d'une première version d'un programme fonctionnel. Alors, je ne sais pas si ça a été redit depuis le début de la séance, mais vous savez que pour déposer le projet, un programme fonctionnel, un programme technique, des fiches locaux et plein d'autres documents ont été déposés. Le programme fonctionnel, c'est celui qui concerne vraiment la façon de fonctionner du futur hôpital. Donc une première version de programme a été établie à partir de ces groupes de travail. Et puis, dans le même temps, un petit peu en décalé, des fiches par locaux, alors par local. Donc chaque local des bâtiments est décrit dans une fiche par local. Et là aussi, les utilisateurs ont été à la manœuvre, puisque c'est eux qui ont rempli les fiches par local, c'est eux qui les ont relues. Le programme fonctionnel a été également relu au cours de l'année 2023, a fait l'objet d'échanges questions-réponses avec les pilotes des groupes de travail, avec les experts sur certains sujets, pour aboutir à une version qui a donc été déposée récemment. En plus de tout cela, des rencontres publiques, des rencontres avec les riverains ont été menées pour associer également les autres utilisateurs de l'hôpital. Et puis, on arrive aujourd'hui à ce dont a parlé Philippe tout à l'heure, à savoir la constitution de sous-commissions techniques pour évaluer les 4 projets qui ont été retenus lors du premier jury. Ces sous-commissions techniques, elles sont au nombre de 11. Elles sont également pluriprofessionnelles, pluridisciplinaires. Sur les 11 commissions, 7 concerneront le programme fonctionnel pour redéfinir, pour analyser tous les flux organisationnels, personnels, patients, logistiques. Et puis les autres commissions seront plus techniques. Au total, une fois de plus, c'est à peu près 150 personnes, ou voire 200, qui seront mobilisées au niveau du CHU pour travailler au sein de ces commissions techniques et qui auront donc pour mission, effectivement, de comparer les projets et d'établir une synthèse, un avis pour éclairer le choix du jury. Ces commissions se réuniront d'avril à juillet 2024. Et je crois que Philippe, tu veux compléter sur ce qui se passera après la tenue des commissions. Oui, je l'ai déjà un peu évoqué, mais je voulais plutôt aussi insister sur les moments où on va de plus en plus solliciter collectivement. Donc il y a des groupes qui sont au cœur du projet dans ces actes techniques ou administratifs. Mais on a aussi des groupes assez grands de 300 à 400 personnes qui ont contribué à imaginer, à écrire et réécrire le programme qu'on a finalisé. Et plus on va avancer, et plus on va être tous de plus en plus nombreux à être concernés jusqu'à le moment ultime où tout le monde devra déménager ou s'adapter à ces nouveaux locaux. Donc, dans les étapes que je voulais vous souligner intéressantes, où on va être tous collectivement, on va pouvoir contribuer à l'avancement du projet. Il y aura l'étape des locaux témoins, c'est sans doute dans la première année de construction, 2027. On va aménager un certain nombre de locaux qui vont être très répétitifs, souvent, comme une salle de réanimation, une chambre normale, une salle de consultation, ce genre de choses. Et ces locaux-là, on va en disposer, si on peut, jusqu'à la fin du chantier, et on va s'en servir à toutes les étapes pour les tester et pour, au fur et à mesure, indiquer à l'architecte, aux entreprises, oui, c'est bien ça qu'on veut construire et c'est comme ça. Donc on le testera sur nos équipements roulants, on le testera sur nos méthodes de nettoyage pour confirmer les choix de produits, les coloris, les espaces, les volumétries. En général, ce qu'on fait, c'est que dans ces périodes-là, notamment au début, on a perdu la HDMI.
Je vais un peu diminuer. Ouais, Excusez-nous, on va poursuivre. Le temps de remettre l'écran partagé entre tous les amphithéâtres. Vous êtes en mode diapo, comme ça, je ne peux pas basculer autrement. D'accord, faut que j'appuie là. Les flèches, tu vois. Donc, deuxième élément important, c'est que pendant la construction, on organisera des visites régulières. Alors, il y aura au début plutôt des gens qui sont intéressés par la découverte de comment on construit, mais quand on sera plutôt sur la deuxième partie du chantier, je pense que ce sera fort utile d'aller voir le chantier pour se projeter dans la réalité des choses, puisque là, vous serez sans doute dans des réflexions sur que faire de l'outil, comment s'organiser, se réorganiser, comment préparer les déménagements. Et donc là aussi, tout le monde pourra organiser par groupe des visites pour aller voir les zones qui le concernent plus directement. Et puis deux autres éléments majeurs, ce sont des chantiers dans le chantier qui vont démarrer, sans doute 3 à 4 ans avant la mise en service. D'abord, c'est tous les groupes sur les organisations et tout ce que ça implique. J'ai mis quelques exemples. Il faudra adapter toutes nos procédures. Le plan blanc d'accueil des flux de bassines de blessés, il faudra le réécrire puisqu'il sera plus central. Les annuaires, les contrats de maintenance, les équipements mobiliers neufs, déménagés, les autorisations auprès de nos tutelles, etc. Bien sûr, tous les impacts sur les ressources humaines, les dotations, les formations, les accompagnements sur ceux qui auront beaucoup de changements dans l'organisation, comme ceux qui en auront peu, à part de se déplacer, mais comme certains se regroupent, se réorganisent différemment. Ça sera un chantier dans le chantier, et à mon avis, qui vous prendra plusieurs années chacun à mener les choses, avant de glisser sur un autre groupe, lui aussi long, qui démarrera sans doute 1 ou 2 ans, je pense, avant la mise en service, qui sera le groupe qui devra préparer les petits transferts et déménagements d'un petit hôpital à déplacer de quelques kilomètres. Donc tout ça, c'est grandes étapes où on va être de plus en plus nombreux et à terme, tous les acteurs concernés par l'activité MCO qui doit se regrouper sur Bras-Bois seront impactés et seront concernés par ce projet. Donc ce projet, forcément, à un moment donné, sollicitera tout le monde. Voilà pour la présentation. Et maintenant, c'est l'échange des questions-réponses et répondre et éclairer toutes les questions que vous pouvez avoir. Ouais, du coup, encore une fois, sentez-vous libre de poser toutes les questions. Sous ton couvert, Emeline, donc il y a la possibilité de poser les questions dans chacun des 3 amphis ou en ligne directement via le Teams. Je ne sais pas si ici, en amphi Fèvre, il y a des questions. Et si on a côté maternité ou côté Le Poire, levez la main. Moi, je fais partie du groupe de travail sur le bloc. Vous nous entendez? Alors, on a une question ici. Attendez, on sort les micros. Et après, la deuxième question, c'est en Le Poire, c'est ça? Oui, merci. Oui, François Wurtz. Moi, je fais partie du groupe de travail sur le bloc opératoire de l'hôpital d'enfants. Fut un moment, il avait été question de limiter le nombre de salles d'opération, ou en tout cas d'en déplacer pour justement limiter les surfaces. Donc, fut un moment, il avait été question de notre bloc opératoire qui devait quitter le bâtiment médico-technique, ce qui finalement, à ce que j'ai compris, ne sera pas le cas. Du coup, est-ce que c'est un autre bloc opératoire qui quitte le bâtiment médico-technique? Ou c'est une autre solution qui a été... Sous le contrôle des uns et des autres, là, dans les sujets d'optimisation qu'on avait posés, il y avait effectivement le sujet, schématiquement, il y a ce qu'on appelle les dents creuses, c'est-à-dire quand on prend par exemple le rez-de-chaussée d'un bâtiment qui fait par exemple 4000 m²,
il n'y a aucune raison que quand on somme tous les locaux de tous les étages, à chaque fois on tombe sur 4000 m², donc parfois c'est 3008, 3006, parfois c'est 4100. Donc à chaque fois ça joue des petits espaces comme ça. Et là, il y a eu un stade où effectivement on a été, en regardant tous ces sujets de dents creuses, en se disant qu'on arrivait à ne pas construire un étage du NBH et un étage du BMT. Et il y a un mouvement qui permettait de ne pas construire un étage du BMT, qui était effectivement ce sujet de mettre les blocs pédiatriques dans le bâtiment, dans le BFME. Donc on a eu cette hypothèse, mais effectivement on est revenu en trouvant le moyen de maintenir les blocs pédiatriques à l'intérieur du bâtiment médico-technique, parce qu'effectivement il y avait toutes les raisons que vous aviez travaillées qui faisaient que c'était le bon choix pour l'avenir, et donc c'est comme ça que c'est travaillé, et il n'y a pas d'autres blocs sortis de l'ensemble BMT, quoi. Donc, toutes les salles de blocs sont dans le BMT, sauf celles qui restent dans l'ILM. Et les 4 enfants de mère-enfant sont donc les deux gynécos et les 2 césariennes. Oui. De tout faisant 50, on a toujours eu 50, donc il n'y en a pas en moins ou en plus. Ok. Voilà. On a une question à l'Amphi-le-Poire. Oui. Oui, Lionel Cressy, cadre en rééducation. Vous avez évoqué tous les services MCO. Qu'en est-il des SSR ? Alors, pardon, du coup, j'imagine que vous n'êtes pas au SSR cardio parce que vous êtes au SRPR, c'est ça? Non. Au kiné? Non, je parle bien des SSR. Alors, le SSR cardio, mais aussi le SSR de Spielmann. Ouais. Alors, on a réglé un premier sujet qui était SSR cardio, qui avait disparu des radars du Copermo. Donc ça, on l'a bien réinjecté cette année en transparence. Donc ça, c'est une erreur qui est rétablie. Et après, par contre, il nous reste, mais ça c'est le sujet projet médical du centre-ville, il nous reste à définir en fait quelle va être notre offre sur la partie SSR, parce qu'on sait qu'on a d'autres besoins, que l'évolution l'évolution des besoins patients et la manière dont il faudrait qu'on fasse bouger l'offre, il faudrait qu'on ait davantage de capacité sur les SSR. Et par ailleurs, il y avait dans les discussions, dans les derniers jours de discussion là, avec l'ARS, il y a eu l'acceptation par Olivier Véran de 60 lits, dit les lits ministres, qui étaient des lits SSR qui du coup permettent d'avoir un fonctionnement alors qui soit une espèce de bascule au fil des années, mais vers le SSR, mais que du coup qu'on puisse avoir ces 60 lits du SSR. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut qu'on ouvre dans le cadre de... Et le sujet que vous mentionnez s'embarque là-dedans, mais dans le cadre du projet médical centre-ville qu'on doit lancer là, début d'année, de manière à ce qu'on puisse avoir toutes les données d'entrée, notamment par rapport à la période de mise au point du marché de conception avec les architectes. C'est-à-dire que si on a des ajustements en fonction de ce qu'on met au centre-ville, il faut qu'on le sache suffisamment tôt pour ne pas avoir à réécrire la copie derrière avec les architectes parce que ça se paye, on perd du temps, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou si vous aviez un point plus précis. Non, merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai 2 questions en ligne. Où seront situés les personnels administratifs, les directions administratives? Donc la question en ligne, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'était où seront les personnels administratifs? Donc effectivement, je le disais tout à l'heure, dans les renoncements, on ne va pas construire le bâtiment administratif qui était prévu parce que c'est... à l'époque, c'était avec Christian Rabot, on a eu un raisonnement concentrique, c'est-à-dire qu'on a pris ce qui était le plus loin du soin avec l'idée qu'on ne touche pas aux 3 plots BMT, BFME, NBH. Et donc le premier truc qu'on a banané, c'était évidemment le bâtiment administratif. Et donc ce qu'on va investir, en fait, c'est l'hôpital d'enfants, une fois qu'il y aura eu le transfert côté bâtiment femme-mère-enfant. À ce moment-là, du coup, l'administration remontera du côté de l'hôpital d'enfants. En tout cas, il n'est pas prévu qu'on ait l'administration qui reste en centre-ville et tout l'hôpital sur Brabois, qui est un truc qui n'a absolument aucun sens et qui ne peut pas bien fonctionner, quoi. Est-ce que ça répond à vos questions, notamment Even et Monsieur Vautrin? J'imagine que oui. Deuxième question, où sera situé le SMUR et le centre de régulation?
Donc le SAMU-SMUR sera positionné au rez-de-jardin du BMT, comme c'est prévu depuis fort longtemps, ça n'a pas évolué. Et il sera éclairé soit par des patios, soit par l'accès de plein pied. Donc il faudra qu'il soit du côté de la façade la plus basse. Voilà. Mais ce qui est prévu aujourd'hui, alors j'ai mis ça avec des pincettes, puisqu'on n'a pas les projets. Nous, on a esquissé un projet, mais on va voir ce que nous proposent les architectes. Ça peut être proche de ce qu'on a imaginé, mais comme ils ont un savoir-faire qui n'est pas notre métier, nous, on soigne et on n'est pas architecte ni constructeur au quotidien, peut-être que les choses évolueront. Aujourd'hui, on a imaginé une rue des urgences qui dessert les différentes urgences au fur et à mesure, et en dessous, une rue du SMUR qui donnera aussi sur les urgences cardio. Et donc, le SAMU-SMUR sera sur le BMT au rez-de-jardin, de plein pied, côté rez-de-jardin. Donc, côté élu Mathieu. Je rebondis juste une seconde sur ce que tu viens de dire, Philippe. Enfin, c'est important d'avoir en tête que les architectes, ils vont se réapproprier le dossier, ils vont avoir des propositions qui seront potentiellement différentes de ce que nous, on avait imaginé. Mais c'est, bon, d'une part, c'est les professionnels, donc c'est leur boulot aussi. Et après, ils peuvent aussi avoir des idées que nous, on n'aurait pas eues ou avoir eu ces mêmes situations dans d'autres projets et du coup avoir des propositions qui améliorent ce que nous, on avait imaginé, quoi. Et donc ça, c'est important et nous, ça nous paraît important aussi de l'accepter. C'est comme ça qu'on l'a présenté aux architectes parce qu'on a eu 2 visites par les 4 groupements en fin novembre, j'ai plus la date exacte, et puis le 13 décembre, donc la semaine dernière, où du coup, ils ont pu visiter le site, regarder comment fonctionne le site, poser toutes les questions. Et nous, ça nous paraît super. Nous, on leur a demandé d'être créatifs. On leur a dit qu'on ne souhaitait pas avoir le bâtiment qui a été, l'hôpital qui a été livré en 2015, imaginé en 2005, qui était lui-même la copie d'un truc, etc., parce que c'est quand même un travers. Et on leur a demandé d'être à notre écoute, mais d'être innovant aussi. Donc il faut qu'on accepte aussi d'avoir la part de créativité qui fait quelque chose qu'on n'avait pas imaginé au départ. Tamara Pic, je suis cadre sur le pôle NTC. Alors, je pose une question qui va peut-être pas forcément plaire, mais en tout cas, je pose une question de la part de plusieurs soignants qui sont très inquiets sur les accès routiers, autoroutiers. Quand on voit la situation, par exemple, de ce qui s'est passé lundi à Brabois, c'est un exemple des soucis sur l'extérieur du CHU, mais on en connaît régulièrement à Brabois, quasiment tous les jours. Depuis l'arrivée de Q-Park sur Brabois, il y a beaucoup de soignants qui sont très très inquiets de la situation une fois que la centrale sera remontée en termes de sortir de son lieu de travail et de mettre plus d'1 heure à sortir de son lieu de travail. Alors, c'est une diapo toute prête. Il y a une question légitime parce qu'elle nous occupe tous l'esprit et donc vous dites une chose que l'on sait tous. Elle est assez inextricable parce qu'on fait l'hôpital, le projet de l'hôpital vient aggraver un problème qui est préexistant depuis longtemps, qui en plus ne touche pas que le plateau de Brabois, puisqu'il touche un certain nombre de kilomètres, puisque c'est aussi un problème. Et il se trouve que beaucoup de problèmes de mobilité aujourd'hui sont sur l'est de la France, sur les axes nord-sud. Ça a d'ailleurs mobilisé beaucoup des moyens de transport nationaux. Bon. Alors, je vais essayer un peu de vous dire des choses qui ont été déjà engagées depuis un certain temps. La première chose, c'est que dans le cadre de nos études environnementales, on avait l'obligation de mesurer l'impact. Donc, on a fait quoi? On a d'abord compté combien on avait de mobilité, de flux tous les jours dans tous nos hôpitaux. Ensuite, on essaie de projeter ce que ça faisait regrouper sur le site de Brabois. Et une fois qu'on a fait ça, on a été voir la métropole. Et puis, avec la métropole, on a projeté ce qui se passait sur le quartier, sur l'autoroute, sur les voies principales. Voilà, tout ce travail-là, il a été fait. Alors, il peut être discuté, mais en tout cas, aujourd'hui, on a une projection raisonnable à 2030 de ce qui va se passer. Alors, je vous confirme, ça sature déjà, ça sera pire après si on ne fait rien. D'accord? Mais déjà, on a une base de ce que serait demain, parce que si on veut dimensionner les corrections, il faut quand même essayer de savoir quels sont nos besoins. Donc, dans ce cadre-là, je vous disais, un groupe en intérêt public a été constitué, il a été signé au niveau de la convention constitutive en juillet, après un certain nombre de travaux avec tous les acteurs autoroutiers, y compris la région, le département, c'était au niveau de la préfecture et c'était animé par le préfet. Et donc ce groupe en intérêt public aujourd'hui est constitué, il commence à travailler. Alors lui, il travaille non pas à l'échelle du projet du quartier de Brabois, il travaille à l'échelle du projet des 7 ou 8 km qui saturent. Parce que des fois, ça vient de l'échangeur de Brabois, ou ça vient de l'hôpital, ou ça vient... mais des fois, ça vient de 3 km plus loin.
Donc eux, ils travaillent sur tous les axes induits, puisque c'est à la fois la 31 et la 33. Hein, la 31 peut bouger la 33, enfin, on est vraiment sur un nœud compliqué à Nancy. Bon. Et donc, ils travaillent sur toutes les solutions. La solution au problème routier ne peut pas être une réponse uniquement routière, surtout avec le réchauffement de la planète. D'accord ? Donc, ils travaillent aussi sur les trains, sur les bus régionaux, sur les bus intramétropoles, et qui vont sans doute s'étendre si vous avez lu un peu le P2N. Hein, on va sans doute traverser l'autoroute sur la prochaine ligne 1 et de même manière sur d'autres axes importants de bus. Ils travaillent bien sûr sur le développement aussi des alternatives, que ce soit le covoiturage, que ce soit les vélos, les routes, et en prenant en compte les contraintes de site. Hein. C'est sûr qu'on pourra facilement éventuellement faire du vélo sur le plateau de Brabois, un peu moins si on va du centre-ville à Brabois, puisque ça monte. Voilà, donc ça c'est un premier axe de travail qui est engagé. On a une séance dans quelques jours, puisqu'on est un peu associé à ce travail-là, qui n'est pas notre cœur de métier, et on saura où ils en sont depuis juillet, puisqu'ils ont commencé leurs travaux. Le deuxième sujet, c'est que donc on travaille avec la métropole, et surtout la métropole travaille, sur le développement du P2N, et bien sûr, le quartier de Brabois est un sujet. Nous, on travaille aussi avec eux sur l'éventualité de navettes sur le site. Alors nous, on a réfléchi à des navettes pour nous, c'est-à-dire nous, on a 2 gros axes de parking, c'est ce qu'on voit ici, et naturellement, on a tout le problème aussi des personnes à mobilité réduite au sens large de l'hôpital, hein, pas uniquement les handicapés, hein, mais les mamans enceintes, les gens en béquille parce qu'ils sortent d'ortho, les personnes âgées, etc. Et donc nous, on a imaginé qu'entre nos grandes zones de parking, qui seront notamment en bas du site ou sur le côté où il y a le parking silo, on va construire d'autres parkings, il fallait imaginer un système de navettes qui arrive à chaque entrée des différents plots qu'on va conserver ou qu'on va construire. Donc ça, c'est aussi en réflexion. Et certains réfléchissent, et là c'est au niveau de la métropole, à faire une navette sur le plateau, qui pourrait traverser l'autoroute, qui pourrait aller à l'université. Voilà, c'est aussi un autre axe de travail, là, sur les mobilités, sur le plateau. Donc là, ce que vous voyez en haut à droite sur cette diapo, c'est la simulation de l'augmentation de l'activité des flux de l'hôpital si on groupe tout sur Brabois. Le jaune, c'est ce qu'on va voir en plus. Et naturellement, il faut qu'on raisonne en pic, puisqu'il faut dimensionner sur les pics. Alors, sur le travail qui est actuellement mené, je vous mets 2 hypothèses qui seront abordées. Il y en aura peut-être d'autres. La première, c'est l'échangeur. Il faut sans doute le faire évoluer. C'est le souhait de la métropole. Et dans les grandes infos qui sont tombées il y a très peu de temps, décembre ou novembre, c'est le plan État-région, et donc qui a entériné le financement de l'échangeur de Brabois. Donc en théorie, l'échangeur de Brabois peut budgétairement être achevé avant qu'on ouvre le nouvel hôpital. Ils ont travaillé donc sur 2 pistes pour désengager l'avenue de Bourgogne et éventuellement désengager la rue du Morvan. Des choses qui nous intéressent. La première, c'est, je vous disais, il y a à peu près 50-50 de flux qu'on voit sur l'avenue de Bourgogne qui partent soit à gauche, soit vers droite. Si on sort un des deux, notre augmentation de projection à 2030 de tous les acteurs est inférieure à ce 50%. On est à 20-30% d'augmentation. Donc, on désature complètement l'avenue de Bourgogne. Pour la désaturer, ça veut dire qu'il faut sortir soit le flux qui va vers l'université, soit le flux qui va vers l'hôpital. Donc, ils travaillent sur ces axes-là. Et là, vous avez 2 réflexions qui sont démarrées. La première, c'est de faire une sortie depuis l'échangeur pour aller sur l'université et la technopole. C'est l'axe bleu. C'est un trait de principe. Hein. Et l'autre, c'est depuis l'échangeur de faire une nouvelle entrée vers l'hôpital par traversée de l'autoroute. Vous voyez en pointillé un sujet qui a été longuement évoqué et encensé ou critiqué par les Nancéens, qui est de faire une sortie dans la montée. Et la sortie dans la montée, elle a déjà un gros inconvénient, c'est qu'elle ne traite que les flux dans un sens. Alors que là, ce principe, en passant par l'échangeur, permet d'arriver dans les deux sens, d'aller à l'échangeur et de rentrer à l'hôpital. Voilà, donc c'est les axes de travail que mène la métropole et que mène le groupement d'intérêt public, avec un des avancées significatives, parce qu'on a la constitution de ce JP, on a le financement sur le plan État-région de l'Est. Je peux vous dire que pour nous, c'est des grosses avancées par rapport à il y a 1 an. Oui, pour juste rebondir quelques instants là-dessus, c'était pas du tout gagné qu'il y ait des financements État là-dessus, et sans financement, on reste avec notre problème. Et là, les financements sont calés dans le CPER, et en plus, ils ont déjà commencé à discuter de la répartition entre les métropoles, État, etc. Donc en fait, maintenant, ça va être un sujet de rentrer dans les calendriers. Alors on ne sait pas encore si on aura la bretelle avant ou après les travaux, et avant ou après le déménagement de 2031. Mais au moins, on sait qu'on aura
dans une fenêtre temporelle la bretelle qui me permettra de régler le sujet, quoi. Et après, bon, c'est une des pistes et c'est pas la seule évidemment, mais en tout cas, c'est un caillou énorme qui est enlevé de la chaussure et qui avance bien, quoi. Et je pense que le projet de l'hôpital a servi à beaucoup à faire avancer des choses qui n'arrivaient pas à faire avancer depuis des dizaines d'années. Donc, si ça peut aider les anciens, tant mieux. Mais voilà, nous, on en a besoin de toute manière parce qu'effectivement, notre projet, il n'est pas viable si rien ne se passe en l'état. L'autre chose, c'est qu'on aura des impacts via notre chantier. Il faut imaginer qu'on va avoir plus de 1000 ouvriers à certaines périodes qui vont arriver sur le chantier. Bien entendu, on n'est pas au bout des réflexions, mais déjà, il y a des choses qui sont faites, que je vous ai un peu expliquées. La première chose, c'est qu'on a convenu avec la métropole, avec la mairie de Vendeuvre et avec nous, de comment faire circuler, d'où le projet qu'on vous a évoqué sur les voies, le rond-point. Hein. Et ensuite, à l'intérieur du site, on a pensé aussi qu'il était souhaitable autant que possible de séparer les flux. Comme on a une majorité de nos impacts, donc ce n'est pas des explosions, hein, c'est des impacts d'endroits d'un des chantiers. C'est la démol. Voilà, ça démole avant l'heure, mais non, là c'est plutôt des fois des constructions. C'est des impacts. Et donc on voit que la majorité des impacts sont sur le haut du site. L'idée c'est que sur le haut du site, on ait plutôt les flux logistiques, techniques dont on a besoin pour l'hôpital et les flux de chantier, et qu'on ait plutôt sur le bas du site le flux du personnel ou du public ou des gens qu'on a besoin de soigner et les ambulances et taxis. Ça permettra quand même un peu de circonscrire et d'éviter un bazar sans nom sur aussi les flux à l'intérieur de l'hôpital. Voilà. Et on poursuit le travail. Voilà, on en est de manière symbolique. Voilà. Alors, on n'a pas la réponse toute faite, mais on a quand même de belles évolutions qui nous donnent de l'espoir. Et on peut aujourd'hui imaginer avoir une partie des travaux qu'on évoque réalisés avant l'ouverture. Il y a beaucoup de travail. C'est encore possible calendairement, c'est pas insensé. Mais c'est pas sympa. Alors, pardon, j'ai plusieurs questions en ligne. Je vais juste les prendre tout de suite. Quel est le devenir de la barre de Brabois adulte ? L'objectif, c'est qu'elle soit démolie parce que là, tel qu'on voit ici le site, ça va être un site qui va être super dense et nous, il faut qu'on réserve la possibilité pour les successeurs de nos successeurs, enfin dans 40 ans, qu'il puisse y avoir la construction du nouvel hôpital en 2070 ou quelque chose comme ça, quoi. Et donc là, c'est important qu'on démolisse la barre adulte. Alors pour le moment, on n'a pas les financements, mais on est en train de discuter de ces trucs-là justement avec la DGOS dans le cadre de la revue annuelle où ils nous passent au scanner. On avait soulevé ce sujet-là en disant, bon, nous, aujourd'hui, en fait, c'est compliqué de chiffrer ce truc-là parce que c'est technique, c'est peu utilisé, il y a peu d'entreprises qui font ça. Il y a un tout petit peu d'amiante dans la barre de Brabois, là, dans les linos du sol, donc ça suppose des retraitements, etc. Donc il y a des incertitudes sur le chiffrage, et donc nous, c'est là où d'adopter la même tactique que ce qu'ils ont fait à Caen, c'est-à-dire le sortir de l'opération principale. Comme ça, l'opération principale se déroule et ça ne fait pas, en tout cas, il n'y a pas de feu rouge qui est donné au principal de l'opération parce qu'il y a une masse financière qui est trop importante, mais qui comprend aussi la démolition de la barre Brabois adulte. On scinde le truc en deux. Et par ailleurs, donc ça c'est pareil, ça fait partie des sujets dont on discutait avec l'ancien préfet. Il y a des fonds qui pourraient potentiellement être mobilisés pour financer cette démolition. Mais donc l'objectif, c'est bien évidemment de laisser cette jachère-là pour que ce soit la réserve foncière pour garder l'avenir pour le site, pour nos successeurs. Je termine les questions en ligne et puis après on les prendra dans la salle, ce sera plus facile. Si vous voulez bien. Une question pratique d'une collègue qui demande s'il est possible d'avoir des abribus rue du Morvan en lieu et place des arrêts actuels. Donc ça, je pense que c'est plus côté métropole, mais... Alors, il faut poser la question à la métropole, puisque c'est eux qui gèrent les abribus, mais on peut leur poser la question et leur demander. Les abribus existants ont déjà évolué pour éviter les problèmes de flux sur la rue du Morvan. On a un dégagement. Ils évolueront sans doute encore. On n'a pas, par exemple, exclu d'avoir une pénétration des bus dans le site. Pas complètement, parce qu'il faut quand même qu'on puisse l'isoler sur nos problèmes de Vigipirate ou autres. Mais on note la question, puis on va la remonter auprès de la métropole. Ok. Des abribus. Une autre question par rapport au reboisement, parce que l'installation de la zone de vie a rasé de nombreux arbres, faisant disparaître une partie de la faune, alors que pendant l'enquête d'utilité publique, vous aviez positionné la zone de vie côté fac de médecine. Où sera donc finalement la coulée verte annoncée ? Alors, la première chose, c'est que la base vie est positionnée là,
où on l'a présentée à l'autorisation et on a été autorisé. Elle n'a pas bougé. Donc, sans doute que la personne qui pose la question a eu du mal à se repérer sur le plan. Elle n'a pas été déplacée et elle était déjà à cet endroit-là. On a un certain nombre de défrichements qui sont soumis à replantation. Les zones principales de replantation qu'on a envisagées, c'est pas simple. Parce que pour replanter, il ne suffit pas de replanter un arbre pour un enlever ou 2 arbres pour un enlever. Il faut replanter par groupe de 5 à 6 000 m², sinon il compte 0. Donc quand on fait de magnifiques allées d'arbres comme même les châteaux bordelais, c'est joli, mais ça compte pour 0 dans les compensations d'arbres enlevés. Et là, c'est compliqué parce que notre site, on va beaucoup le densifier et on ne va retrouver de la surface foncière, comme on le disait, que quand on démolira les anciens bras-bois. Donc, compliqué de planter au milieu de bâtiments qu'on va démolir. Donc, les zones principales qu'on a en tête, c'est bien sûr toute la zone basse sur le logement, qu'on a appelée aussi la zone d'intérêt commun. Elle peut servir de transition aussi avec Ville-Hôpital, qui était un peu le projet de la ville sur ces différents quartiers, de faire des transitions par des coulées vertes. Et on a toujours la volonté, le long de la rue du Morvan, de faire des plantations pour faire la transition et aussi pour maintenir le corridor dont on a besoin pour la biodiversité. Globalement, notre site, il est déjà très urbanisé, donc il y a peu de faune par rapport à une forêt, hein, tout est relatif, mais on est entouré de forêts, et donc on fait, notre espace sert de transfert à la faune, et donc il faut maintenir ça pendant la construction et après, donc il faut bien faire ce corridor le long de la rue du Morvan. Donc non, on le fera. La base vie ne vient pas jusqu'à la rue du Morvan, hein. Il y a d'ailleurs le parking P3. P3. Le P3, on n'y touche pas, hein. Il n'est pas sur la base vie. Ok. Question suivante, est-ce que les coûts prévisionnels évoqués incluent les aménagements intérieurs et les mobiliers complémentaires à ceux déjà existants sur le site? Le projet à 785 millions inclut les 31 ou 32 millions qui avaient été définis au Copermo en termes d'équipements complémentaires. Et puis il y a aussi, plus important, nos investissements du quotidien où il y a des renouvellements ou des acquisitions d'équipements tous les ans. C'est l'ensemble qui fera les renouvellements d'équipements. À la question, est-ce qu'avec un nouvel hôpital, on aura 100% d'équipements neufs? La réponse est non. Parce que c'est impossible et personne ne le fait, même depuis très longtemps dans les hôpitaux. En plus, ça générait des problèmes comptables non négligeables. Mais il y aura ce qu'il faut sur le coût induit. On a toujours un petit coût induit quand on rentre dans un nouvel hôpital, puisque tous les mobiliers vétustes, on les renouvelle, mais les équipements en bon état, des fois, qu'on ne veut pas rentrer dans les nouveaux locaux. Parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont plus grands, parce qu'ils sont plus petits. Et donc, il y a toujours un petit impact. Il y aura cet impact-là. Il est pris en compte aujourd'hui sur ces hypothèses, avec ces 30 millions en plus. Il reste à faire un gros travail qui est devant nous, de préciser les équipements qu'on va garder, qu'on va transférer, et qui permettra de conforter que ce montant est à la hauteur de notre besoin. Mais ce travail, il faut le faire. Il y a encore des inventaires à faire. Pourquoi les habitants de Brabois ne sont-ils pas invités aux réunions P2M? Alors là, ce n'est pas nous qui pouvons répondre, puisque la P2M, c'est le projet de mobilité de la métropole. Donc c'est à la métropole qu'il faut poser la question. Mais à mon avis, la métropole doit inviter tous ses citoyens. Voilà, après, je ne peux pas en dire plus. Ok. Une autre question sur la végétalisation. Selon des recherches récentes concernant la santé globale, la présence de verdure à proximité apparaît de manière de plus en plus évidente comme un facteur important. S'agissant des patients au long cours, cette proximité pourrait être déterminante pour aller mieux. Comment le nouvel hôpital entend-il prendre en compte cette question de la végétalisation du site? Clairement, nous, on l'a demandé dans notre projet, et ce n'est pas simple sur notre site, mais on a imposé ce point-là. Je ne peux pas vous répondre comment on va y répondre, puisqu'on va attendre les offres des candidats, qui ont tous des paysagistes, des urbanistes, et qui ont, de manière précise, décrit ces besoins. On a besoin de ça pour avoir de meilleures conditions de travail. C'est quand même plus agréable d'avoir un peu de végétation que d'être entièrement dans du béton. On en a besoin pour nos patients. On sait pour certains de nos patients, comme la dialyse, c'est nécessaire. On aura forcément les patios qu'on pourra végétaliser. Et il faut végétaliser les extérieurs partout où on le peut. On a donc déjà prévu des voiries végétalisées parce qu'on a aussi besoin de zones d'ombrage par rapport aux périodes de canicule. On a prévu des zones où on peut mettre de végétalisation, on leur a ciblé, on leur a demandé de réfléchir à d'autres. On a notamment celle de la Chapelle, celle, on a dit, au niveau des logements. Et on verra les propositions qui nous font autres. Mais c'est bien sûr un sujet pertinent. Mais pour aller plus loin dans la réponse, il faut attendre les projets des équipes avec leurs architectes, paysagistes et urbanistes. Ok, deux dernières questions.
alors on a bien vu que que la problématique des flux externes semblait gérée, mais actuellement c'est les flux internes au site qui se sont fortement dégradés depuis le démarrage de QPark, notamment la saturation à certaines heures. La solution ne serait-elle pas à chercher dans plus de parkings externes au site avec des navettes régulières? Et question liée, les parkings seront-ils encore gérés par QPark au moment de la mise en place du nouvel hôpital? Dans le projet de mobilité de la métropole, et notamment dans les travaux qu'ils ont menés sur notre quartier avec la commune de Moselle et Madon, ils ont effectivement, dans leur escarcelle de réflexion, des parkings relais qui pourraient être autour de l'échangeur, du côté, plutôt à mon avis, du côté Moselle et Madon, et à partir de là, de desserte. Donc c'est bien dans les réflexions, mais, ou des parkings aussi de covoiturage. Mais voilà, il faut les laisser mener leur réflexion, mais ça fait partie des éléments qui sont appréhendés dans les solutions à la problématique. Allez-y. Doris Siol, cadre supérieur du pôle imagerie. J'ai une question concernant le Logipôle. Lors de la réflexion et de la rédaction du programme technique détaillé et des fiches espace, nous sommes partis du principe de l'existence d'un Logipôle. Le Logipôle ne sera pas construit ainsi qu'une galerie. Donc on peut raisonnablement imaginer que ça aura un impact sur les organisations des différents services et je voudrais savoir ce qui est prévu et quelle marge de manœuvre allons-nous avoir lors des constructions. Merci. Alors effectivement, dans les renoncements, on a supprimé la galerie logistique qui permettait de relier un ensemble de fonctions logistiques dans un Logipôle à tous nos plots. Et à la place, on a mis un pôle logistique, qui est une constitution de plusieurs bâtiments qui remplissent les mêmes fonctions, mais qui sont distinctement construits les uns à côté des autres. L'idée de dire on maintient une galerie logistique et puis on a autant de gares AGV qu'il y a de bâtiments logistiques, c'était encore plus cher que les sous qu'on cherchait à réduire. Donc on est parti forcément sur l'idée que depuis ce pôle, il y aura des navettes camions, plutôt des petits porteurs, et qui vont aller jusqu'à un point où il y a nos 5 lots. À partir de ce 5 points, de ce point d'arrivée en camion, on retrouve le fonctionnement AGV. On a toujours les AGV, on a toujours les verticalités d'AGV, on a toujours les paliers d'étage d'AGV et toute la desserte que vous avez travaillé avec la logistique et avec les équipes de soins de comment organiser la logistique en palier ou dans les services. Donc, en théorie, les fonctionnements que vous avez travaillés ne changent pas. Il faut juste que les ingénieurs logistiques arrivent à faire le même flux, le même débit de flux avec camion puis AGV à la place de AGV à travers des galeries. Voilà. Alors je sais que Stéphane Beldico, il est sur la maternité, je crois, sur le poire. S'il veut compléter mon propos, voilà. Mais les organisations que vous avez imaginées, pour l'instant, nous, on part sur l'idée qu'elles seront mises en œuvre avec des AGV dans tous les étages des plots. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien, ouais. Non, juste pour compléter donc les propos de Philippe, effectivement, notre souhait avec effectivement l'arrêt du Logipôle, c'est de maintenir la même cible de prestations logistiques en termes de professionnalisation, cadencement des flux, organisation des flux, d'approvisionnement des différents secteurs. Ça passe par effectivement la création d'un aiguillage logistique accolé à une cuisine relais au pied du bâtiment femmes-mères-enfants. Depuis effectivement cet aiguillage-là, on draine par des flux verticaux vers les différents étages, donc des paliers d'étage, comme ça a été également justement rappelé par Philippe. Et à partir de ces paliers d'étage, on a aussi une autre organisation qu'on va commencer à développer, qu'on souhaite expérimenter dans les 2 prochaines années, qui concerne la logistique d'étage, qui a fait ses preuves dans différents établissements. Et c'est un point sur lequel on va aussi travailler, c'est d'avoir cette logistique des derniers mètres, des 30 derniers mètres, comme c'est appelé dans les établissements qui l'ont mis en place, pour apporter cette logistique de proximité. Donc vraiment plusieurs axes, la proximité, la centralisation, la professionnalisation. Et après, effectivement, l'enjeu majeur, c'est depuis le pôle logistique jusqu'à l'aiguillage. Aujourd'hui, c'est plutôt des flux camions. On sait qu'on va être très attentif, notamment aux émissions de CO2. Pour éviter non seulement la saturation du trafic de Brabois, mais aussi l'impact carbone que peuvent avoir nos flux logistiques sur le site. Par contre, on a bon espoir que se développent encore et toujours les différentes énergies nouvelles pour diminuer ces impacts-là. Il y a une question là-haut, et après vous, madame.
Oui, bonjour. J'avais une question par rapport aux crèches. Vous n'avez pas parlé des crèches, du coup, elles sont situées? Effectivement, le projet de la crèche n'a pas été retenu à l'époque du ministère. Or, il est entier. Notamment qu'on a des crèches en centre-ville. Si tous les acteurs sont regroupés sur Bravois, la crèche en centre-ville, pour eux, sera moins intéressante. Donc, on a bien un sujet de crèche à appréhender. Il n'est pas aujourd'hui réglé. Dans les réflexions, par exemple, a été envisagée une crèche hospitalière et voire métropole, faire agrandie, qui pourrait être aussi sur la zone d'intérêt commun. Le fait que sur cette zone d'intérêt commun où il y a les logements actuellement, on va y faire une coulée verte, n'interdit pas, en accord avec la métropole, d'y faire des petites constructions, type crèche, internat, il y a d'autres réflexions. Voilà. Mais effectivement, il n'est pas dans le projet et c'est un sujet qui reste entier à résoudre d'ici 2030. Dans les sujets qu'on a en suspens et qui restent à traiter, il y a aussi le sujet des amphithéâtres, parce que on ne peut pas avoir comme seul amphithéâtre celui-ci pour tout le CHU. Côté fac, ils ont besoin de... Ah ben voilà. Professeur Rail, je vous en prie. C'était ma question, effectivement. J'allais dire, effectivement, sur le versant universitaire du CHU, il y avait, on a bien compris que dans le bâtiment d'hospitalisation, les salles d'enseignement allaient être réduites comme peau de chagrin, donc globalement, d'après ce que je comprends, et que l'amphithéâtre devait être construit, enfin en tout cas apparaître dans le bâtiment administratif. Donc je voulais savoir ce qu'il en était exactement de cette valence universitaire enseignement qui fait partie intégrante de nos activités, qui dans le nouveau bâtiment d'hospitalisation m'a paru en tout cas dans les plans un peu délaissé. Non, le sujet reste entier. Hein, autant on a des salles de soins, des salles de staff, où effectivement on a un peu compacté, on a essayé de faire en sorte que les cloisons puissent être rabattues pour qu'on puisse joindre deux salles et avoir un staff un peu plus grand, etc. Bon, qui est juste. Après, le sujet amphithéâtre, pour le moment, on ne l'a pas. Donc avec Marc de Bouvry, on se l'est mis dans les sujets à régler et à régler assez vite, notamment parce que s'il y a des sujets d'ajustement à intégrer dans la conception, il faut qu'on le sache d'ici septembre. Donc ça fait partie des sujets dont il faut qu'on traite là début d'année, parce que côté des équipes projets, ils vont avoir janvier-février où ça va être encore un rythme gérable, et à partir de fin février, ça va être le traitement des quatre projets. Et donc là, ils vont être avec une grosse charge de travail, mais donc on a ces 2 mois-là notamment pour regarder ces sujets que pour le moment on a mis sur une voie de garage et qu'il faut qu'on traite, quoi. Je pense que je rebondis sur ce que vous avez dit concernant les salles de staff qui vont être restreintes, il va falloir enlever les cloisons, etc. C'est-à-dire que quand on voit les diapositives sur le plan social qui ont été montrées à la CME et encore là sur le bien vivre au travail, le bien vivre dans une équipe, créer une équipe, si on n'a pas de salle de staff sur un service universitaire avec l'enseignement des plus jeunes pour les internes, etc., c'est un élément qui est quand même n'est pas un bon signal, quoi, clairement. Dans les secteurs de soins, tu as des secteurs de 30 lits qui sont en 2x15, et par secteur, tu as une zone d'enseignement qui est prévue pour au moins 20 places. Et on peut mutualiser avec simplement une cloison amovible, donc tu peux faire une salle de 40 places, et ça tout par grand secteur. Donc on a, notamment dans le MBH qui nous concernera, on a suffisamment au niveau des chaînes de staff par service. Il y a ce qu'il faut. Le problème, c'est ce que M. Vanès parlait, c'est la question des grands amphis. Donc là, on n'a plus l'amphi de la maternité, on n'a plus le poire sur l'affaire, on n'a pas la salle de la CME. Donc ça fait des grandes zones qui sont là quand même bien utiles, qu'on n'a plus, puisqu'on n'aura plus que cet amphi-là. Le poire, on peut le garder si on garde le bâtiment Le Poire, mais ça sera essentiellement à viser des gens qui resteront en bas dans le cadre de ce qui restera sur les hôpitaux urbains. Donc il y a effectivement, sur le plan grand ensemble, une vraie question on est parfaitement conscient de ça. Mais sur les zones de staff service, il y aura ce qu'il faut. Sur le cerf. Oui, alors du coup, les précédentes questions ont un peu effleuré mes 2 questions. Donc les salles d'enseignement, donc les services, oui, mais pas oublier près des blocs opératoires aussi, parce que c'est des endroits où on rassemble beaucoup de monde. Le choix qu'on a fait sur les blocs opératoires, c'est de pouvoir avoir des systèmes de médias pour que dans la salle, ils puissent retransmettre
en dehors du bâtiment. C'est le choix qui a été fait. Donc là, c'est dans les demandes. On attend de voir les techniques qu'ils proposent. L'informatique, bien sûr, sera à nos côtés. Donc, ce ne sera pas dans le bâtiment qu'on enseignera, mais ça sera à l'extérieur. Quand je dis extérieur, ça ne veut pas dire à l'université. Hein. Et là, ça rejoint aussi le débat des amphis qu'on évoque. C'était compliqué. Dans un bâtiment hospitalier, vouloir faire un amphi, c'est le cas ici, on y est. Mais c'est très compliqué parce que c'est très onéreux, c'est sur plusieurs étages. On y a réfléchi quand on a eu le débat, et on va sans doute réfléchir à la rentrée, quand on a eu le débat de toutes les adaptations qu'on a dû faire pour faire face à l'inflation. On a eu le débat de dire, et si on faisait un amphi comme il y a ici à Fèvres. Mais un, c'est des contraintes qui génèrent des surcoûts, on cherche à faire des économies. Et deux, ça reste des petits amphis. Or là, l'amphi, on l'a, celui-là, c'est le plus petit. Ce que je pense qu'il faut, c'est des amphis plus grands. Et donc là, ça devient très compliqué, même si on fait des grands bâtiments, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on a sur nos patios, ou alors nos patios n'auraient plus du coup de lumière et de paysage. Donc pour l'instant, on ne l'a pas retenu, mais il reste le sujet de comment on fait, puisqu'il faut remettre des amphis, pour notamment ce que vous dites sur les blocs. Voilà, effectivement, il faudra se déplacer. Est-ce qu'on se déplace parfois se rencontrer visuellement? On sera à 3 mètres, on ne sait pas encore, parce qu'on n'a pas encore défini la solution. Et puis, il y avait les crèches. Alors, je monte un cran au-dessus de la crèche, qui vous l'aviez effleuré, l'internat. C'est un critère d'attractivité très fort, notamment sur des sites excentrés. Il faudra que ça devienne un sujet. C'est aussi un sujet facultaire, évidemment. Je sais que tout est limité dans les espaces, mais vraiment, c'est quelque chose de très important. Quand on voit le succès sur Merci, il faut que ça serve aussi de leçon. Et l'internat de ville, ça a ses limites, parce que finalement, on est loin de son lieu de travail. Enfin bon. On l'a bien en tête, puisqu'on l'a cité dans les points qui n'ont pas été encore réglés, qu'il faudra régler. Je pense que de toute manière, ils ne seront pas dans les constructions, donc là, on a un peu plus de temps. L'échéance est 2030. Il faut le décider, parce que demain, avec les architectes, on ne pourra pas revenir en arrière. Ça me fait penser au problème de l'université de l'autre côté, qui a aussi des gros problèmes, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants en centre-ville. J'étais dans quelques réunions aussi avec eux, où certains des fondés sont très bien en centre-ville, ils aiment faire la fête. Et bien sûr, l'université qui expliquait, ils travaillent aussi. Et on a un manque de places pour les étudiants aussi, pour être sur Brabois, donc ils travaillent aussi sur ce sujet-là. C'est juste un parallélisme de forme, puisque je pense que nous, on a réglé déjà notre problème d'internat. Voilà. Il y a juste une dernière suggestion plutôt en ligne par rapport à la végétalisation. De nouveau, s'il est possible de prévoir des espaces pique-nique, bancs, à la fois pour les agents et les patients quand ils peuvent profiter du soleil et sortir. Oui, bien entendu. C'est la dernière question. Ah, non, il y a encore une question dans la salle, pardon. Et puis après, s'il y a des questions côté amphimater et amphilepoire, n'hésitez pas. Allez-y. Juste pour sortir un petit peu de l'aspect architectural, le regroupement, au final, on a calculé combien ça nous fait gagner de lignes de permanence de soins. Quelle est finalement l'efficacité de l'opération? Alors ça a été calculé, est-ce que c'est le tome 3, mais je n'ai pas le chiffre en tête, donc je ne vais pas inventer quelque chose au risque de vous raconter des bêtises. Mais ça a été calculé et pris en compte là, dans la dernière partie des réorganisations qui vous permettent aussi d'améliorer l'efficience de notre organisation, mais je n'ai pas le chiffre en tête. Par contre, moi, je peux donner quelques éléments. Déjà, en surface, globalement, on va diviser notre surface presque par 2. La surface à chauffer, la surface à entretenir, etc. Parce qu'on avait des bâtiments très anciens, y compris du Troisième Empire. Donc, des fois, on avait des mètres carrés très mal utilisés parce qu'ils étaient mal faits par rapport à ce qu'on a besoin aujourd'hui. Donc, déjà, ça, c'est un premier élément. Les plafonds de 4 mètres de maternité. On va faire, du coup, des réductions de dépenses d'énergie, notamment de chaleur, assez conséquentes. D'une part, parce qu'on divise par 2, et puis d'autre part, parce que c'est très mal isolé. Quand vous êtes à Centrale, vous savez l'été que vous êtes en été et l'hiver que vous êtes en hiver. Voilà. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est l'empreinte carbone de le fonctionnement de l'hôpital. Vous imaginez le coût de l'impact du scope des émissions indirectes de transport quand on a 7 sites et quand on en a 2. Voilà, donc ça ne répond pas à votre question, mais ça y contribue. La question, c'était la ligne de permanence de soins, de façon globale. De toute façon, il y a l'ARS nous fait travailler sur ce sujet-là en 2024. On va devoir revoir toutes les lignes d'astreinte. Donc, il sera fait par la COPS. On va revoir toutes les lignes. Et on aura un travail d'anticipation à ce moment-là sur
sur le nouveau bâtiment. Donc on pourra peut-être répondre plus précisément l'année prochaine, on va dire. C'est partie des sujets, si tu veux un chiffre précis. Dernière question en ligne concernant la coordination des secrétariats médicaux. Où seront-ils situés? Est-ce qu'elles seront à proximité des équipes ou dans un bâtiment annexe, tout ensemble, type bâtiment administratif? Je ne sais pas si Corinne est en amphi Le Poire, non, elle n'est pas là. Dommage. Je suis pas de joker. Non, bon. Enfin, moi, à ma connaissance, on n'a pas de regroupement en fait de cette fonction-là. L'objectif, c'est qu'elle soit plutôt côté service et que. Les locaux sont dans les bâtiments, notamment dans le nouveau bâtiment d'hospitalisation, dans le bâtiment femmes, mères, enfants également, y compris dans le bâtiment médico-technique. Vous avez les mêmes organisations par endroit où il y a tous les bureaux médicaux, et vous avez les secrétariats administratifs qui se trouvent au même endroit que les bureaux médicaux. Ce qui avait été évoqué également, mais ça fait partie des projets médicaux et soignants qu'il faut aboutir, c'est qu'il y avait une personne, une hôtesse d'accueil, finalement, dans tous les secteurs d'hospitalisation de 30 lits. Donc vous avez une hôtesse qui pouvait aussi servir à ce qui se fait actuellement dans un certain nombre de secteurs également en ce moment, pour aider à la fluidité de l'accueil des patients, des familles, à la sortie, etc. Donc ça reste aussi à discuter en fonction des ressources humaines qu'on aura à ce moment-là en 2031, mais il y a un emplacement qui est possible pour cela. Alors Corinne Roldo confirme, ce sera bien dans les différents bâtiments. Donc j'ai pas dit. Vous avez dit vrai, c'est voilà. ça. Formidable. Dernière question, y aura-t-il des suppressions de postes? C'est ce qui est prévu dans le fameux tome 3. Donc le tome 3, en fait, c'est l'impact des réorganisations. Après, nous, l'engagement qu'on a pris vis-à-vis du Copermo, là, c'est du Copermo, du ministère, c'est en fait de faire la conversion, toute l'efficience qu'on arrivera à faire sur les fonctions administratives, techniques, logistiques, de les convertir en postes soignants de manière à ce qu'on puisse diminuer le poids de l'administratif dans la masse salariale et puis mettre le maximum d'efforts sur les fonctions soignantes de manière à ce que ça soit directement au service des soins qu'on est capable de délivrer. Donc l'effort est de 133 ETP sur la partie administrative, technique, logistique. J'avais une petite question sur quel impact en fait sur les laboratoires. C'est-à-dire que le P2U va remonter, s'il n'y a plus les urgences et la maternité. Est-ce qu'il y aura des nouveaux, au niveau des coursiers, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura des nouveaux pneumatiques? Voilà. Patricia? Oui, le P2U va effectivement fermer. Tout sera remonté sur Brabois et on est en capacité d'accueillir toutes les activités du P2U. Et oui, bien évidemment, il y a toute une restructuration du service du pneumatique qui va être reprise. Ça n'a pas été présenté, mais bien sûr que ça fait partie des projets qui sont à étudier, puisqu'il faudra irriguer les nouveaux plots avec du pneumatique et puis réajuster les acheminements par pneumatique. Donc voilà, et puis restera probablement, mais ça tout va dépendre effectivement du projet de la ville, restera des navettes entre les deux sites s'il y a de la biologie sur Centrale, mais bien sûr que, s'il y a de la prescription de biologie, mais bien sûr que toute la biologie remontera sur Brabois et on est dimensionné pour accueillir ces activités-là. Est-ce que vous avez des questions en amphi-mater ou en amphi-le-poire? Alors, moi, j'ai encore une question en ligne. Pas de question. Où sera la stérilisation? La stérilisation est dans le bâtiment BMT, entre le bloc du 2e étage et le bloc du 4e étage. Dans ce 3e étage intermédiaire, un peu sandwich, on y trouvera la stérilisation, la logistique de bloc opératoire, puisqu'on a beaucoup travaillé, même s'il nous reste encore beaucoup à faire sur la nécessité de la logistique
Quand on regroupe 39 blocs opératoires, il n'y a pas de projet équivalent aujourd'hui. Les projets récents comme Lyon sont à moins de 30 blocs. Et on y trouvera aussi l'atelier médical pour les blocs opératoires. Voilà. Donc l'AST est bien prévu d'être regroupé dans le BMT au 3e niveau, entre 2 niveaux de blocs, entre autres. Au-dessus, juste aussi des soins critiques. Mais si vous n'avez plus de questions en ligne, il y en a encore dans la salle? Pardon. Professeur Lozère. Alors, il y a un self qui est prévu dans les 3 plots, et donc comme l'a un peu laissé entendre tout à l'heure Stéphane Beldico, en créant la zone logistique dont on a besoin en camion pour après desservir tous les plots en AGV, il a été décidé de remettre finalement le self dans ce rez-de-jardin du bâtiment femme-mère-enfant. Donc il sera un peu au cœur des 5 plots. Je ne peux pas encore vous dire s'il y aura des tables extérieures parce que là, il faut attendre les projets. Mais oui, c'est bien prévu. Et puis après, il y a aussi des espaces près des halls de chaque entrée réservés à des services, des boutiques, pour ceux qui préfèrent manger sur le pouce. C'est tout bon, il n'y a plus rien. Bah, écoutez, merci à tous. Pas de mort côté amphimataire ou amphilopoire, hein. Ok, bah du coup, merci beaucoup à tous sur du temps que vous avez consacré. Si vous avez encore des remords, des questions, vous connaissez nos adresses, nos contacts, donc n'hésitez pas. Et puis du coup, on se retrouve l'an prochain au même format pour faire la suite. Et puis après, avec le flux d'actualité qu'on doit donner au fil de l'eau là par les Victor qui a décrit. Et on vous déposera le diaporama sur l'intranet ainsi que l'enregistrement de cette séquence si vous souhaitez le retrouver. Merci, bonne soirée. Bonne fête de fin d'année à tous. Merci.